On y va? Allez. Bonjour à tous, merci de votre présence. Je ne vais pas faire la nuit des Césars où on remercie plein de monde. Je remercie quand même deux personnes. Béatrice Moulin qui nous accueille dans ses locaux de Switch Collective, qui fait travailler les gens sur eux-mêmes et sur leurs perspectives de carrière et sur donner du sens à sa carrière professionnelle. Et je veux remercier une deuxième personne qui est Robin Fischer, qui m'appelle il y a 1 an et demi, qui me dit « Éric, je dois bosser sur la verticale fret et logistique de la décarbonation de l'économie française. Est-ce que tu suis ?» Et je dis « Bah oui ». Et voilà. Et donc, 1 an et demi plus tard, on a la joie de tous pouvoir vous rencontrer, vous réunir. Il y a beaucoup des membres de l'académie qui ont été audités par Robin, par Nolwenn, par Paul. Donc, merci à tous. 4 séquences dans la journée. D'abord, donc, une présentation des travaux intermédiaires du Shift Project. Puis, une deuxième séquence avec Anne-Marie Drac, donc la patronne de France Logistique, ancienne ministre des Transports, et avec Jean-Marc Jancovici, donc le coprésident de Carbone 4 et qui a créé ce programme de décarbonation. Troisième séquence, un déjeuner. Je n'ai pas le droit de vous faire déjeuner ensemble, mais je vais vous donner à manger. Vous aurez des repas individuels. Et dernière séquence, des ateliers pour lesquels j'espère que vous êtes tous inscrits. Sinon, vous pouvez aller voir Anne-Gaëlle, notre hôtesse d'accueil, pour vous mettre dans le bon atelier. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je remercie à tous de vos contributions, de votre présence. Voilà, si vous avez besoin de quelque chose, vous venez me voir et on fera en sorte. Et je laisse la parole à Laurent Morel de Carbone 4, mais qui va parler pour le Shift Project. Absolument. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Éric, de ton accueil et de cette organisation. Alors, The Shift Project, c'est le think tank qui s'est lancé depuis 1 an dans ce plan de transformation de l'économie française, puisqu'il est de coutume en ce moment de réfléchir au monde d'après. The Shift Project, ça fait un moment, ça fait à peu près 10 ans qu'on réfléchit au monde d'après. Voilà, donc on a évidemment beaucoup plus d'audience en ce moment qu'on n'en a jamais eu. Et The Shift Project, c'est permanent, c'est une trentaine de personnes en ce moment, c'est 10 000 associés, je dirais, qui sont les shifters, qui nous aident aussi considérablement dans cette opération de plan de transformation de l'économie française. L'idée, c'est de proposer un plan général de transformation de l'économie qui respecte 2 contraintes fondamentales. La première, c'est la ressource naturelle, et notamment l'énergie, donc sa version CO2. Et puis deuxièmement, la problématique des savoir-faire, de l'emploi. Voilà. Et donc c'est au travers avec ces 2 contraintes qu'on se projette dans un avenir décarboné, secteur par secteur. Donc la méthode, c'est être complet, être cohérent sur une vingtaine de secteurs, les grands secteurs d'usage, les grands secteurs industriels, les grands services, et donc dans chaque secteur de faire une monographie. Donc aujourd'hui, on va parler de transport de marchandises. Voilà, nous avons déjà publié 3 rapports, un sur l'aérien, un sur le monde de la culture et un sur les services publics et l'administration. Ils sont disponibles sur le site de The Shift, donc vous verrez sur chacune de ces monographies. À chaque fois, la méthode est la même. On réfléchit système, on réfléchit transformation, on réfléchit contraintes physiques, on réfléchit emploi, connaissances, compétences. Et à la fin, on s'assure du bouclage de l'ensemble. Donc, ce plan de transformation de l'économie française, il sera abouti à la fin de l'année avec une publication générale. Et l'objectif de ce plan, c'est de donner des éléments de réflexion aux politiques, à l'économique, sans parti pris, sans idéologie, mais avec un objectif, c'est qu'à la fin, ça tourne. Voilà. Donc aujourd'hui, grâce à Ruben et à son équipe, on a ce rapport intermédiaire sur le transport des marchandises. Alors, un mot là-dessus, le transport des marchandises, il est au cœur de cette affaire de plan de transformation de l'économie française. D'abord parce que la transformation, c'est des transformations de mode d'agriculture, de fabrication de produits en général, et c'est des transformations considérables d'usage et de mode de consommation. Donc ça veut dire que
Le transport est au cœur de ces transformations. Toutes les transformations qui vont avoir lieu en amont et en aval vont avoir une influence considérable sur la façon dont on va transporter les marchandises des endroits où elles seront fabriquées ou cultivées vers les endroits où elles seront consommées. Donc, le transport va être au cœur. Deuxièmement, le transport, il est éminemment potentiellement transformable. Il y a une révolution technologique qui s'appelle l'électrification des mobiles, qui est en train de bouleverser l'industrie automobile comme jamais, et comme de façon très définitive. Et depuis l'apparition de l'industrie des transports, il n'y a jamais eu de transformation aussi radicale et violente que celle de l'électrification des mobiles. Eh bien, ça va toucher évidemment de très près le monde du transport, enfin, ça va toucher également les modes de transport de marchandises, évidemment, de façon potentiellement très importante. Et dans cette contrainte de la transformation, c'est un des endroits où il y a des potentialités de transformation très importantes. Donc, la pression va être forte, les enjeux vont être très forts. Donc, c'est très important qu'on fasse ce travail ensemble. Merci de votre collaboration à tous. Voilà. Et puis, dernièrement, c'est aussi un domaine dans lequel le politique, la réglementation va pouvoir s'appliquer de façon très directe. C'est-à-dire que le transport des marchandises, c'est quelque chose qui est éminemment régulable. On peut fixer des contraintes, on peut orienter très fortement. Donc, la politique publique a des chances de s'appliquer très fortement dans le domaine du transport des marchandises. Souvent, on se dit contraint par des réglementations extérieures ou des contraintes économiques. Eh bien, dans le cas des transports des marchandises, il y a une très, très grande latitude de l'action politique. Voilà. Donc, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ensemble, a des chances très, très fortes d'être à l'agenda donc, très forte responsabilité des équipes, puisque toutes les idées qu'on va manipuler ensemble aujourd'hui et dans les mois qui viennent ont de très fortes chances d'être retenues, discutées, éventuellement contredites, mais aboutir à des transformations assez fortes de la politique. Voilà, donc c'est, je pense, un moment important, et je voudrais remercier d'ores et déjà Ruben et son équipe qui ont fait un travail formidable. Et voilà, donc je lui passe la parole, il va vous exposer où on en est, et puis après, je crois qu'il y a des ateliers pour discuter et avancer ensemble. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Le transport de marchandises dans le plan de transformation de l'économie française. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Voici l'ordre du jour donc, que nous vous proposons pendant l'heure qui suit. Nous allons commencer par un état des lieux de marchandises, de transport de marchandises en France et analyser comment le fret peut accompagner l'évolution des autres secteurs de l'économie. Nous mettrons la focale sur pourquoi et comment favoriser le fer et le fluvial. Nous analyserons comment augmenter les taux de remplissage sur la longue distance, les manières de mutualiser les flux sur le dernier kilomètre, et nous détaillerons comment développer la cyclo-logistique dans son domaine de pertinence. Nous inciterons à éco-conduire. Évidemment, nous allons voir quels véhicules électrifiés et par quel mode. Ces leviers nous amèneront aux résultats intermédiaires, quantifiés, puis nous traiterons des enjeux de gouvernance. Nous aurons ensuite une séance de questions-réponses, comme le disait Emma, et puis en comité réduit auront lieu les ateliers collaboratifs. Sur les planches de présentation, vous retrouverez ce sommaire flottant sur la droite pour un guidage visuel au fur et à mesure du déroulé des planches. La double contrainte carbone. On parle d'une double contrainte parce que d'une part, il y a le risque climatique et de l'autre, le risque sur l'énergie. Alors, quitte à faire de la redite pour ceux qui connaissent bien les travaux du Shift ou les supports de Jean-Marc Jancovici, regardons quand même en quoi le réchauffement climatique est un risque. En effet, il a déjà fait quelques degrés plus chauds ou plus froids dans le passé. Et avec quelques degrés de plus de température moyenne, ce n'est pas juste le pull qu'on enlève en terrasse. Ce qui explique les deux illustrations sur la planche, c'est que le niveau de la mer, qui augmente de 120 mètres, et ces 3 km de glace qui recouvraient l'Europe du Nord qui disparaissent. Ces changements de température, dans le passé, se sont faits sur des milliers d'années. La faune et la flore ont eu le temps de s'adapter, ce qui n'est pas le cas dans le cas des changements de température que nous occasionnons actuellement, à une vitesse inédite, puisque les modifications se font en quelques décennies et non pas des millénaires. Les conséquences sont multiples et leur ampleur est liée à nos émissions, allant des océans dont le niveau monte
et le taux d'acidité augmente, aux terres dont les rendements vont baisser avec les vagues de chaleur qui s'intensifient, à la Terre dont l'axe de rotation est modifié par la fonte rapide des glaces et l'épaisseur de la stratosphère qui se réduit. Alors, la lutte contre le réchauffement climatique engendre en elle-même des contraintes de transition. En effet, on voit en noir la courbe des émissions, la courbe effective des émissions de la France par rapport à deux courbes de réduction. Celle qui est en bleu, si nous avions réussi à entamer la réduction de nos émissions depuis 2018, et en rouge, la réduction à opérer à partir de 2025. Pardon, j'en vois qui froncent un petit peu des sourcils, les couleurs ne sont pas évidentes. En gros, cette slide pour montrer que les efforts que nous n'avons pas encore accomplis doivent être intensifiés plus tard, puisqu'on voit que la courbe rouge est plus forte que la bleue. Alors, l'autre item dans la double contrainte carbone, c'est l'énergie. En effet, les émissions de gaz à effet de serre sont avant tout liées à l'énergie que nous consommons, qui est à 85% à base d'hydrocarbures au niveau mondial. L'énergie est le principal sous-jacent de développement de l'activité de nos sociétés. Et pour rester dans le thème du jour, c'est évidemment grâce à l'énergie que nous déplaçons les marchandises à travers la France. Et cette énergie est principalement à base de pétrole, qui pourrait voir son approvisionnement se contracter en Europe dans cette décennie. Quelques mots sur le plan de transformation de l'économie française. L'approche est systémique, car les différents secteurs de l'économie sont interconnectés. Et nous allons tenter de tenir compte des grandes interactions entre les différents secteurs pour assurer une cohérence d'ensemble. Le PTF vise donc à produire un ensemble de propositions concrètes, destinées, comme le disait Laurent, à alimenter le débat des présidentielles sur une quinzaine de secteurs de l'économie. Ces propositions ont vocation à être applicables dès le prochain quinquennat et à enclencher une transformation qui soit en ligne avec une décarbonation complète de l'économie française d'ici 2050. Le secteur du fret, le transport de marchandises, fait donc partie des secteurs qui sont étudiés. Alors, en début de semaine est paru un article dont le titre m'a marqué, « La route, le bad boy du climat ». Pourquoi ce titre? Le transport en France, c'est le poste d'émission des gaz à effet de serre le plus important et aussi un des rares secteurs dont les émissions n'ont pas baissé depuis 1990. Le transport en général, donc marchandises et passagers, c'est 30% des gaz à effet de serre de la France. Et le transport de marchandises au sein de ce secteur compte pour 30% des émissions de gaz à effet de serre, soit 10% des émissions totales du pays, si je ne vous ai pas perdu. La dépendance du transport de marchandises aux énergies fossiles, en énergie de traction, c'est 99% en y incluant les biocarburants. Pour terminer cette introduction, précisons que le périmètre thématique des travaux porte sur le transport de marchandises, pas celui des passagers, sur l'inter- et l'intra-régional, ainsi que le dernier kilomètre, mais pas le dernier kilomètre qui est effectué par les particuliers. Nous nous sommes concentrés sur le transport intérieur, sur le moyen et long terme, sur les questions d'énergie, de CO2, de matériaux et d'emploi, mais nous ne traitons pas l'ensemble des externalités négatives, donc on ne parlera pas de particules fines, de bruit, de congestion. Nous ne traiterons pas les modes de transport aérien ou maritime ou par oléoduc. Ce que nous vous partageons aujourd'hui, c'est une synthèse des travaux qui sont actuellement en cours. Nous sommes en train de travailler un ensemble de mesures, de leviers et de pistes qui figureront dans le rapport final, mais tous ces sujets ne sont pas abordés aujourd'hui. Lors de la présentation, nous ferons souvent référence à deux échéances, une proche, 2027, et une à moyen terme, 2050. En termes de timing, de jalons projets, donc comme le disait Eric, on avait fait un premier round en 2020, et le deuxième round, le deuxième tour du PTF, a démarré en mars 2021. Nous avons effectué des dizaines d'entretiens avec les experts, qu'ils ou elles soient professionnels, académiques ou associatifs. Merci d'ailleurs à Écologie Logistique et ses membres qui nous ont accordé du temps et ont bien voulu partager avec nous leur expérience, répondre à toutes nos questions. Nous avons lu, alors c'est peut-être beaucoup plus Paul et Nolwenn que moi avec Nicolas, des centaines de rapports et de documents, effectué un chiffrage prospectif avec l'aide de l'IDRI. Nous remercions également les 3 shifters qui travaillent avec nous sur différents sujets au sein du secteur fret. Nous avons plaisir à être là aujourd'hui pour cet événement intermédiaire et nous visons une version finalisée en octobre 2021. Paul, je te laisse la main pour nous parler des activités au sein du secteur de la logistique. Oui, merci Ruben. Donc, on propose de faire un bref état des lieux du secteur de la logistique.
Et donc, tout d'abord, quelles activités le composent? Ces activités vont bien sûr avoir une influence sur le transport de marchandises. Donc, on a l'acheminement physique des marchandises avec le transport en soi, puis aussi les ruptures de charge, le chargement et le déchargement, l'entreposage et la manutention, la gestion des unités d'emballage, l'organisation du transport et aussi le pilotage des flux. Quelles personnes composent ce secteur? Ils sont nombreux, on a 1,5 million d'emplois en France qui se décomposent globalement entre le transport de marchandises et l'entreposage et la manutention, avec un petit peu de fonction support. C'est un secteur qui est très majoritairement masculin, avec 85% d'hommes, et aussi qui est très majoritairement ouvrier, avec 85% d'emplois qui sont ouvriers. Je vous propose maintenant de faire un peu une rétrospective de l'évolution de ce secteur. Donc voilà un graphique qui vient de la thèse d'Aurélien Bigot, qui est présent aujourd'hui. Et donc, on peut voir en ordonnée la demande de transport en milliards de tonnes kilomètres et en abscisse le temps avec les 60 dernières années, donc de 1960 à aujourd'hui. On a 3 courbes qui représentent 3 modes. Donc, le routier en orange, on peut voir que le routier a largement augmenté. La quantité de marchandises transportées par la route a été multipliée par 10 en 60 ans. Le ferroviaire, lui, a plutôt suivi une tendance inverse avec une division par 2 des marchandises transportées, tandis que le fluvial est resté assez stable. Alors, on peut voir une autre manière de voir ces mêmes données, c'est cette fois, sur l'échelle, on a représenté la part modale en pourcentage. Et donc, on observe que, en fait, en 1960, le ferroviaire était majoritaire, avec plus de la moitié des marchandises transportées par le fer. Et il y a eu une division par 5 de cette part modale, pour autour de 10% aujourd'hui. Le fluvial a suivi la même tendance, avec une division par 5, de 10 à 2%, tandis que le routier, donc s'est largement imposé en étant multiplié par 3. Intéressons-nous maintenant aux émissions de ce secteur. Ici, on a un graphique un petit peu compliqué. On peut voir qu'en ordonnée, on a une échelle où toutes les courbes démarrent à 1 en 1960 et toujours les 60 dernières années. Donc, on peut commencer par regarder la courbe grise, donc le CO2 ici. Et en fait, on voit qu'on a l'évolution des émissions de CO2 du secteur du fret entre 1960 et aujourd'hui. Et donc, on partait de 1 pour arriver à 3,3. Donc, on a une multiplication par 3,3 de ces émissions. Toutes les autres courbes, en fait, sont une décomposition de ces émissions selon différents facteurs. Prenons par exemple la courbe rouge, qui est le facteur de la demande de transport. On est à 1 en 1960 et on arrive à 3,4 en 2017. Et donc, on a une multiplication par 3,4. Donc, ce facteur a contribué à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Par opposition, si on regarde la courbe jaune, qui est le taux de remplissage, on voit qu'elle était à 1 en 1960 et elle est à 0,66 en 2017. Donc, c'est inférieur à 1. Donc, ce facteur a contribué à la diminution des émissions. En améliorant le taux de remplissage, on diminue les émissions. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que les facteurs qui ont plus contribué à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre sont tout d'abord la demande de transport, avec une multiplication par 3,4 de la demande, et en deuxième, le report modal, avec une multiplication par 2. Donc, c'est le report modal qui a eu lieu entre le fer vers le routier. Donc, voilà pour cet état de lieu. On présente donc maintenant une nouvelle section qui consiste à regarder l'évolution de la demande de fret dans le cadre du PTEF. Dans le cadre du PTEF, c'est une analyse multisectorielle. Donc, on a regardé pour chacun des secteurs comment ils allaient évoluer et donc comment leurs besoins en fret ont évolué. Donc, on a demandé à l'agriculture. L'agriculture prévoit en 2050 une consommation qui va être beaucoup plus locale et donc une réduction des tonnes kilomètres parcourues. On a moins 60% des tonnes kilomètres parcourues pour les produits agricoles. Autre exemple, le secteur de la mobilité va avoir moins besoin de voitures. On a une réduction donc, du roulement du parc de 40%. Le secteur de l'industrie prévoit une augmentation de la durée de vie des produits, donc forcément moins de flux de ces produits. Enfin, en termes énergétiques, on a aussi moins de charbon, donc moins de transport de charbon. Alors, si on résume ici sur ce graphique, on a toujours la demande en tonnes kilomètres ici, mais qu'on a décomposé selon différents produits. Donc ici, en bleu, on a les produits agroalimentaires, en orange, les produits industriels lourds, en jaune, les matériaux de construction, etc. On voit que dans un scénario de business as usual en 2050, on a une augmentation de la demande qui passe de 360 à environ 400 gigatonnes kilomètres.
Dans le cadre du PTEF, étant donné ce que les autres secteurs prévoient, on imagine que cette demande va en fait baisser à 300 gigatonnes kilomètre. Voilà. Maintenant, je passe la parole à Nolwenn, qui va nous parler du report vers le fer et le fluvial. Merci Paul. Un des leviers qu'on souhaite activer est celui du report modal vers le fer et le fleuve. Pourquoi est-ce qu'on souhaite activer ce levier? Eh bien, c'est très simple. Dans un premier temps, parce que ces modes sont plus efficaces d'un point de vue énergie-climat que le routier. On peut voir qu'un train est l'équivalent en termes de tonnes transportées à 40 poids lourds articulés de type 40 tonnes. Une petite péniche de type Freycinet est de l'équivalent de 30 poids lourds et une plus grosse péniche de type Grand Rhénan est l'équivalent de 100 poids lourds articulés de type 40 tonnes. D'un point de vue énergie-climat, donc, le routier présente des consommations d'énergie qui sont 2,5 plus importantes que le fer et le fleuve. Et il émet 11 fois plus de CO2 que le fer et 2,5 fois plus de CO2 que le fleuve. Par ailleurs, si on considère l'ensemble des externalités négatives, donc on parle d'accidentologie, d'impact de polluants locaux, polluants climatiques, le routier est aussi a des coûts externes plus importants que le ferroviaire, qui est de l'ordre de 3 à 4 fois plus important que le ferroviaire. Et le fleuve, c'est des coûts externes qui sont environ 2 fois plus importants que le ferroviaire. Pourquoi est-ce qu'on veut pousser un report modal vers le fer et le fleuve? Eh bien, également parce qu'il y a des capacités. Donc, VNF considère qu'à infrastructure à peu près égale, on peut augmenter les capacités sur le Rhin, on peut doubler les capacités sur le Rhin, on peut quadrupler la part sur la partie aval de la Seine et on peut tripler à quadrupler la capacité sur la partie amont de la Seine et sur le Rhône. Par ailleurs, sur le ferroviaire, des acteurs comme l'Alliance 4F et la FNOT affirment qu'on peut faire un doublement des capacités d'ici 2030. Et ce doublement permettrait à la France d'arriver au même niveau de part modale que ses voisins européens, puisqu'on peut voir que la France est à 9% de part modale pour le fer environ, et la moyenne européenne est de 18%. L'Allemagne est tout à fait à cette moyenne européenne de 18%. L'Autriche a une part modale de 34% pour le fer et la Suisse de 32%. Rail Logistique Europe indique qu'on pourrait même tripler la part modale du fer si on faisait des investissements conséquents et notamment dans 15 plateformes intermodales. C'est justement le sujet de la slide suivante, celui de comment favoriser ce report modal vers le fer et le fleuve. Donc, dans un premier temps, il y a la question des infrastructures. Donc, on peut financer des infrastructures comme la construction de ces plateformes intermodales. On peut également opérer des contournements de nœuds ferroviaires afin de permettre de désaturer ces nœuds autour des grandes métropoles comme celle de l'Île-de-France, de Lyon et de Lille. Enfin, sur le fluvial, on a aussi des grands projets qui sont en cours, comme le projet du canal Seine-Nord-Europe, qui devrait permettre d'ouvrir à la navigation le canal de la Seine au Benelux. Il y a d'autres acteurs qui souhaiteraient, par exemple, voir reprendre le projet du Rhin-Rhône-Rhin-Moselle, qui permettrait d'ouvrir l'Est de la France à l'Allemagne. Un autre moyen de favoriser le fer et le fleuve, c'est via l'amélioration du niveau de service. Donc, au niveau du ferroviaire, il faudrait repenser la priorité donnée aux voyageurs sur le fret et notamment prévoir les travaux en ayant à l'esprit le respect du niveau de service du fret ferroviaire. Par ailleurs, pour les deux modes fluvial et ferroviaire, il faudrait améliorer la traçabilité des marchandises. Ensuite, on pourrait proposer un rééquilibrage des usages entre modes, par exemple via la réduction des limitations des vitesses pour les poids lourds ou l'obligation de reports modaux pour certains flux de transit ou pour certaines marchandises pondéreuses sur certaines distances.
Pour ces propositions, on aimerait les travailler plus en détail dans la suite des travaux. Comment favoriser l'intermodalité? Eh bien, il y a certaines conditions qui paraissent assez évidentes, comme la présence de terminaux intermodaux, mais aussi leur disponibilité à l'usage. Ces deux conditions ne sont pas suffisantes. Il faut également que ces terminaux intermodaux soient accessibles à moins de 2 heures en poids lourd pour pouvoir permettre aux transporteurs d'y accéder facilement. Pour ce faire, il y a donc des investissements qui devraient être opérés pour accroître la densité et la qualité de ces terminaux intermodaux. Et d'ailleurs, les projets d'infrastructure des terminaux intermodaux sont moins investis en général que celles d'autres infrastructures. Par ailleurs, on pourrait favoriser l'intermodalité en généralisant le conteneur. Le conteneur, c'est un mode qui permet, c'est un mode de transport qui permet de passer facilement d'un mode à l'autre par la généralisation du contenant, la standardisation du contenant, pardon. Ensuite, la généralisation du conteneur permet aussi d'avoir une plus grande versatilité dans les contenus, donc dans les marchandises transportées, puisque dès aujourd'hui, on peut transporter de la température dirigée par conteneur. Par exemple, on pourrait imaginer une généralisation du conteneur, même pour la logistique urbaine, avec par exemple pour le fluvial, l'illustration de la barge Franprix qui transporte 50 conteneurs et les décharge en moins d'une heure sur les quais de la Bourdonnais à Paris. Et également, on pourrait imaginer, pourquoi pas, d'avoir du combiné rail-route qui se ferait également en logistique urbaine via conteneurs qui pourrait éventuellement être moins cher que ce qu'on avait jusqu'alors. Alors, quels effets peut-on attendre de ce levier du report vers le fer et le fluvial? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, on a vu qu'il y avait des capacités supplémentaires. Ce qu'on a regardé, c'est est-ce qu'il y avait de la demande reportable. On sait que le fer et le fluvial, ce n'est pas pertinent pour tous les types de flux. Donc, on a reporté en priorité des flux de transit, des flux qui traversent la France sans jamais s'arrêter, des flux de longue distance, donc supérieurs à 500 km, et aussi certains types de marchandises, donc plutôt des marchandises qui vont être pondéreuses comme des matériaux de construction. Donc ici, on a reporté sur ce graphique le trafic actuel pour le fer, la demande qu'on estimait reportable et la capacité maximale. On voit que pour le fer et pour le fluvial, la demande qui est reportable est supérieure à la capacité maximale. Donc ensuite, ce qu'on a regardé, c'est à quel point on pouvait aller vite vers ce report modal. Donc c'est ici qu'on a le deuxième graphique, avec les deux échéances 2027 et 2050. Alors pour le faire, il y a un certain nombre d'infrastructures qui font nécessaire, qu'il va falloir construire. Et donc on estime qu'en 2027, on ne pourra pas encore atteindre la capacité maximale, qu'on aura par contre en 2050. Pour le fluvial, le réseau, a priori, saturerait moins vite. Et donc en 2027, on pourrait avoir on pourrait reporter quasiment la totalité de la capacité maximale vers le fluvial. Alors, voilà une vision plus macroscopique. Ici, on a donc toujours les tonnes-kilomètres à transporter. Ici, on est dans un scénario donc, de business as usual, à 400 gigatonnes-kilomètres, avec nos trois modes, le route, le rail et le fluvial. Ici, on se place donc, après la baisse de la demande qui provient de l'évolution des différents secteurs. Donc, on n'est plus qu'à 300. Et enfin, voilà ce qui se passe après report vers le fer et le fluvial. On a donc les modes de fer et fluvial qui vont prendre une part significativement plus grande, autour d'un tiers, un quart plutôt des tonnes kilomètres transportées. Je laisse la parole. Un autre levier qu'on souhaiterait développer est celui de l'augmentation des taux de remplissage. Le transport de marchandises, c'est un secteur à faible marge. Donc, l'augmentation des taux de remplissage signifie l'augmentation de la rentabilité pour les chargeurs et les transporteurs. Donc, généralement, l'optimisation est déjà un objectif recherché dans le transport de marchandises, même s'il n'est pas forcément à des buts écologiques. Ceci étant dit, il y a encore 1/5 des véhicules kilomètres qui sont parcourus à vide en France, même si on a eu une amélioration entre les années 1990 jusqu'à 2017, avec une réduction de 25% à 18% des véhicules kilomètres parcourus à vide.
ces trajets partiellement ou totalement à vide s'expliquent par des raisons techniques et opérationnelles, et notamment par les déséquilibres géographiques dans les flux de marchandises. C'est aussi lié à des pratiques de mutualisation qui sont aujourd'hui un peu limitées. Et également, la fabrication à flux tendu peut favoriser des taux de remplissage non optimaux à cause du fait de plus grande flexibilité demandée aux transporteurs par leurs clients sur des éléments plus court-termistes. Alors, comment faire pour augmenter les taux de remplissage? On peut penser à deux leviers, la mutualisation et l'optimisation des chargements. Donc, parmi les leviers de mutualisation, on a la mutualisation des flux de marchandises. Ça consiste en fait à accueillir sur un même site logistique des flux de provenance diverses avant de les envoyer dans une zone commune. Ça permet de massifier le transport et également de faire des livraisons communes. On peut également penser à la mutualisation des trajets, c'est-à-dire d'augmenter le taux de remplissage d'un même véhicule en tirant au mieux la possibilité en tirant parti des trajets retour, donc des trajets contraints, c'est-à-dire des trajets qui seront effectués quoi qu'il arrive. Donc on peut imaginer par exemple de développer la logistique des retours, donc ce qui ferait que par exemple un même véhicule ferait une livraison et dans le même temps ramasserait des marchandises. On peut également penser à la mixité des activités. Pas la mixité des activités, la mixité des modes de transport. Donc, par exemple, avec des transports de voyageurs, transporter également du fret dans les transports publics ou privés. Et notamment, ça pourrait bien marcher pour les colis et les courriers. On a également des mesures pour optimiser les chargements. Il y a des mesures de chargement alternatifs où on pourrait optimiser le camion, le poids lourd, au mieux en comptabilisant le volume bien en mètres cubes, en optimisant le volume en mètres cubes et non plus seulement en mètres carrés. Et ces chargements alternatifs, ça peut être la charge de plancher, les palettes en carton ou bien les réhausses dans les poids lourds. Par ailleurs, il faudrait également développer des moyens de mesurer ces taux de remplissage, premièrement, pour ensuite pouvoir contrôler ces taux de remplissage de façon adaptée en fonction des marchandises qui sont transportées, puisque évidemment, un camion qui transporte des palettes en carton sera moins lourd qu'un camion qui transporte du pondéreux. La contrepartie de ces leviers et mesures, c'est potentiellement un temps supplémentaire de manutention. Alors, quels sont les effets de l'augmentation des taux de remplissage? Eh bien, c'est une question à laquelle on souhaite répondre dans la suite de notre étude. Si vous pensez compétent pour répondre à ces questions, on est preneur de toutes informations sur ce sujet. Par ailleurs, on pense qu'il y a des potentiels importants de taux de remplissage, puisqu'il y a d'autres études, comme celle de l'IDRI, qui ont étudié ce levier d'augmentation des taux de remplissage et qui sont parvenus à une augmentation significative des taux de remplissage, et notamment pour les poids lourds articulés. Je prends la parole à Robin. Alors, après avoir parlé longue distance, on va regarder le dernier kilomètre. Pour le dernier kilomètre, une tonne transportée sur deux fait un trajet de moins de 50 km. Et en général, on constate une efficience organisationnelle qu'on pourrait qualifier d'améliorable, particulièrement pour le transport en compte propre, qui à Paris représente 75% des mouvements, mais que pour 25% des tonnages. Le coût du dernier kilomètre représente approximativement 30% du coût total du transport, et les incidents comme les échecs de livraison et les retours y contribuent bien entendu. Donc tout cela se traduit par une faible efficacité énergie-carbone qui se voit dans la mesure où le dernier kilomètre représente environ 7% des tonnes kilomètres du transport, mais 12% du trafic et 11% des gaz à effet de serre, soit un taux de gaz à effet de serre par tonne kilomètre 45% plus élevé que le transport le plus long.
Une manière de répondre au défi d'efficacité qui est posé par le dernier kilomètre peut être le centre de mutualisation urbain, qui permet, lui, de réduire de 60 à 80% le nombre de kilomètres parcourus par unité de marchandises livrées. Et les impacts positifs des centres de mutualisation urbains sont considérables pour les flux concernés et qui peuvent en bénéficier avec une réduction de gaz à effet de serre qui peut aller de 25 à 80% sur le périmètre concerné. Comment est-ce qu'on peut favoriser la mutualisation? Alors, ça passe par le développement d'un réseau de centres de mutualisation urbains efficaces et des incitations aux pratiques les plus mutualisées. Pour Paris, la PUR, par exemple, propose un réseau qui se compose de 3 échelons avec des grandes plateformes, puis des espaces de proximité plus petits et un réseau d'espaces de retrait de colis pour les particuliers. Il y a aussi des exemples d'usages différents d'espaces en fonction des temporalités, comme les espaces de la RATP, les parkings de bus dans Paris, qui sont utilisés en journée par plusieurs acteurs du dernier kilomètre lorsque les bus sont en activité et que les parkings, eux, sont vides. Les facteurs clés de succès pour la mutualisation, c'est d'abord réussir à rassembler les acteurs. Si on ne rassemble pas les acteurs, on n'a pas de mutualisation. Donc, le rassemblement des acteurs d'une part, et le fait de répartir les gains ou les économies entre ces acteurs qui mutualisent. Les mesures d'accompagnement pour favoriser la mutualisation sont par exemple développer la mutualisation, comme en parlait Nowen, avec les flux retour, par exemple, réguler non seulement les types de véhicules, comme nous le faisons actuellement au sein des zones à faible émission, donc la motorisation ou l'énergie, donc pas seulement les types de véhicules, mais également les pratiques de transport, pour favoriser les pratiques les plus consolidées et mutualisées possibles, dans les véhicules qui seraient bien entendu le plus sobres possible. Et les véhicules qui sont utilisés dans le cadre des CMU doivent être adaptés à la taille des flux. Il est optimal, d'un point de vue énergie carbone, d'utiliser le véhicule le plus capacitaire qui puisse être rempli par les flux à transporter. Parce qu'en termes de consommation unitaire, c'est-à-dire ramenée à la tonne kilomètre, des véhicules pleins sont bien entendu favorables aux véhicules les plus capacitaires. En gros, il vaut mieux avoir un véhicule bien rempli qu'un petit véhicule à moitié rempli. Paul, tu nous en dis plus sur les effets de la mutualisation? Oui. Donc déjà, sur quel flux on peut mutualiser? Donc, on a considéré que les flux, donc là toujours sur le dernier kilomètre, que les poids lourds articulés et que les camions lourds étaient déjà suffisamment optimisés. Et donc, on s'est concentré sur les flux de VUL et de camions légers. Alors, cette assiette représente peu de tonnes-kilomètres, 0,6% des tonnes-kilomètres du fret et environ 7% des véhicules-kilomètres. Même sur ces flux, on s'est dit que tout n'était pas mutualisable. Et donc, on a exclu tous les flux qui venaient d'artisans ou de commerces de gros. Et donc, ce qui nous laissait avec 35% de ces flux qu'on considérait mutualisables. Sur ces flux mutualisables, on a considéré que la mutualisation permettait une réduction des distances significatives de 70%. Donc, quels effets on a? Ici, on a représenté sur le graphique les véhicules kilomètres, donc le trafic des VUL et camions légers sur le dernier kilomètre. Donc en 2027, on peut déjà activer ce flux puisque c'est quelque chose qui peut être assez rapide à mettre en place. Et donc, on a une baisse d'environ 15 à 20% du trafic. Et même chose donc en 2050. Ben, je te laisse reprendre sur la cyclo-logistique. La cyclo-logistique, c'est l'activité économique de livraison, service urbain, public, artisanat, réalisé utilisant des vélos cargo avec 2, 3, 4 roues, avec remorque, sans remorque, avec ou sans assistance électrique. Le poids maximal transporté par ce genre d'engin peut aller jusqu'à 300 kg et le volume peut atteindre jusqu'à 2 mètres cubes. La plupart des vélos cargo électriques possèdent un moteur d'une puissance de 250 watts pour une émission inférieure à 2 grammes de CO2 par tonne kilomètre. La consommation est donc divisée par 10, la consommation électrique est divisée par 10 par rapport à un véhicule utilitaire léger, pour une emprise au sol qui peut rester la même selon les modèles de vélo cargo, selon la configuration du vélo. Alors, les études indiquent qu'entre 8 et 23% des trajets qui sont actuellement réalisés en camion ou en camionnette pourraient être transférés, report modal, sur le vélo cargo. La zone de prédilection des vélos cargo serait bien entendu un rayon de 3 à 4 km autour d'un site hyperurbain, donc dans une zone dense, pour un transport plutôt de colis de petite taille et sur un flux rapide. Pour une distance totale journalière, pour la personne qui est sur les pédales,
d'à peu près 50 km par jour. Cette famille de véhicules est en plein développement et cet essor laisse penser que de nouveaux modèles, voire de nouveaux usages, peuvent facilement émerger. À condition d'avoir un système vélo. Donc, comment favoriser la cyclo-logistique? Alors, le système vélo, c'est à la fois développer l'infrastructure cyclable, ça n'étonnera personne, c'est aussi ouvrir des centres de distribution urbains dans les zones denses dont nous parlions. Et ces deux actions peuvent être faites, par exemple, en réaffectant une partie de l'espace qui est actuellement utilisé pour le stationnement des véhicules, des voitures. Deuxième facteur, c'est la sensibilisation à l'usage des vélos cargo. C'est donc, par exemple, des programmes d'essai et un rôle d'exemplarité des services municipaux qui pourraient utiliser les vélos cargo pour certains de leurs programmes. Troisième point, c'est orienter la recherche publique vers les véhicules utilitaires à faible masse, donc le vélo cargo, par exemple sur les sujets de modularité, où on pourrait avoir des conteneurs le matin qui servent à un transport de froid dirigé et l'après-midi à du produit sec, par exemple. Quatrième point, c'est les aides publiques, à la fois donc financiers, bien entendu, pour l'acquisition de véhicules neufs. Donc, ne plus favoriser uniquement les véhicules électriques lourds au détriment des véhicules électriques légers, comme c'est le cas actuellement. Des aides donc à l'acquisition, mais aussi à l'usage, tel que proposé par le plan cyclo-logistique du gouvernement. Mais il n'y a pas que des aides financières, il y a aussi la réglementation, par exemple en permettant l'augmentation de la puissance du moteur, non pas pour aller plus vite, mais plutôt pour transporter des charges plus lourdes et, par exemple, de manière très pragmatique, pouvoir sortir des parkings souterrains avec les rampes d'accès qui sont plutôt une pente aiguë. Et dernier point, c'est le contrôle de flux de véhicules motorisés plus lourds afin de réduire le delta de vitesse entre les véhicules thermiques et les vélos cargo. Paul, on peut estimer les effets de la cyclo-logistique? On peut essayer. Et donc on s'est concentré, donc, comme on l'a dit, sur la zone de pertinence de la cyclo-logistique, qui sont les déplacements de moins de 50 km. Et là, on a exclu tout ce qui était, donc tous les camions. On a juste gardé les VUL. Donc, ça nous fait une assiette qui représente 0,2% des tonnes kilomètres, 5,4% des véhicules kilomètres. Et là-dessus, on a supposé que 60% des tonnes kilomètres des petits VUL peuvent être reportés vers la cyclo-logistique, 40% pour les grands VUL. Donc, sur ce graphique, on peut voir donc, logiquement ici les tonnes kilomètres. Et on peut voir donc l'effet de nos hypothèses, qui est que la cyclo-logistique dès 2027 pourrait représenter un peu moins de la moitié des flux. Donc, pourrait prendre un peu moins de la moitié sur des flux qui sont actuellement faits par des VUL sur les derniers kilomètres. Et ensuite, sur ce graphique, on a en ordonnée des véhicules kilomètres. Et donc ici, on voit qu'en orange, si on développe la cyclo-logistique, on aura une augmentation des véhicules kilomètres, étant donné que les vélos cargo sont moins capacitaires. Donc voilà pour ce levier de la cyclo-logistique sur le dernier kilomètre. Maintenant, on peut étudier le levier de l'éco-conduite. Donc assez rapidement, c'est un levier qui va permettre, donc, en incitant les conducteurs à avoir une conduite plus sobre, à économiser du carburant. Donc, on estime qu'on peut avoir un gain possible autour de 15% de consommation. On a estimé que les flux en poids lourd étaient déjà suffisamment optimisés. Il y a déjà des mesures d'incitation qui sont faites pour les conducteurs financières pour qu'ils limitent leur consommation. Donc, on s'est concentré sur les flux de VUL, qui représentent quand même 13% des émissions de CO2. Et donc, ça, ce qui est intéressant, donc, la mesure pourrait être par exemple de rendre la télématique obligatoire et de rétrofit sinon les véhicules lors de contrôle technique. Et donc, cette mesure est intéressante notamment parce qu'elle permet de faire ça assez rapidement. Donc, on pourra avoir dès 2027 environ 15% de réduction d'émissions sur les émissions des VUL. Et donc, pareil pour 2050. Donc, voilà pour l'éco-conduite. Maintenant, on va passer au levier de l'électrification, donc des motorisations. C'est un levier extrêmement important parce qu'aujourd'hui, le mix est quasiment, pour le routier, quasiment exclusivement fossile. Et donc, les émissions des véhicules routiers représentent 99% des émissions du fret, 10% du coup des émissions de la France. Donc, le parc actuellement est composé de 6 millions de VUL et de 500 000 poids lourds, donc rigides et semi-remorques, et est là, complètement, quasiment, totalement à motorisation diesel, avec très peu de gaz et un petit peu d'électricité. Alors là-dessus, on a plusieurs motorisations qui sont concurrentes pour le futur.
Il y a un graphique ici qui a été fait par Carbone 4 qui représente l'empreinte carbone moyenne sur la durée de vie d'un tracteur routier en 2030 en France. Et donc, on voit que les empreintes carbone les plus faibles correspondent aux véhicules électriques à batterie et aux véhicules au biogaz. Donc, sur l'électrique à batterie, on a une évolution très rapide des batteries avec une densité énergétique des batteries qui augmente fortement et un coût qui baisse aussi énormément. Donc, c'est quelque chose qui est très prometteur. On a aussi le développement d'autoroutes électriques, donc avec des caténaires qui pourraient encore améliorer donc de 20% l'efficacité de ces véhicules. Enfin, mais une des limites de ces véhicules, c'est l'autonomie, donc qui est pour l'instant limitée à quelques centaines de kilomètres. Donc, il y a aussi la piste de l'hydrogène qui pourrait être pertinente sur la très longue distance, qui est représentée donc ici, ce sont les émissions. Et ici, si jamais, donc, qui va dépendre aussi fortement de l'origine du mix électrique. Là, si c'est pour un mix électrique 100% ENR. Alors, comment faire pour du coup provoquer cette électrification? On a plusieurs leviers. On peut renforcer la réglementation sur les émissions CO2 des poids lourds neufs et l'étendre aux VUL qui, pour l'instant, ne sont pas concernés. Donc, pour les constructeurs de véhicules, pour les véhicules neufs. On peut aider à l'acquisition et retrofit des véhicules électriques lourds. Et il y a aussi un nécessaire soutien à la filière batterie, notamment puisque l'empreinte carbone de la batterie va fortement dépendre de le lieu où elle est produite. Et il y a aussi une filière recyclage qui est à soutenir. Cette électrification ne se pourra pas faire du coup, sans réseau de recharge rapide. Du coup, il y a un nécessaire soutien à ce déploiement de réseau. Et aussi, comme on le disait, les autoroutes électriques pourraient permettre des gains d'efficacité. Donc, il y a un soutien à ce déploiement qui nécessite de forts investissements publics. Donc ça, c'était pour le routier. Maintenant, passons à la suite des motorisations plutôt sur le fer. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le fer est beaucoup plus efficace et beaucoup moins émissif, donc environ 10 fois moins que le routier. Donc, c'est quelque chose qui est moins prioritaire. Mais actuellement, on a 67% du réseau de fret qui est déjà électrifié. Et sur les 33% restants, on a peu d'opportunités d'électrification parce que ce sont des segments qui sont assez difficiles à électrifier. Concernant le parc, on a encore beaucoup de motorisation diesel et un parc qui est assez jeune. Donc, le diesel va représenter 20% des tonnes kilomètres environ. Et ces tonnes kilomètres, donc 80% des trains kilomètres diesel sont effectués sur des segments avec des caténaires, mais en fait, généralement, on n'a pas de caténaire pour les derniers kilomètres, ce qui explique qu'on utilise encore autant de locomotives diesel. Donc, ce qu'on propose là-dessus, c'est de faire une électrification frugale, donc électrifier là où on peut les segments de voies qui sont les plus propices, et d'avoir des motorisations bimodes, donc à la fois sur le caténaire et ensuite avec un relais qui peut être pris soit par une batterie, soit par de l'hydrogène, par exemple. Donc, en conclusion, la grande efficacité énergétique du fer fait que l'effort d'électrification est moins urgent et doit se faire sur le temps long. Maintenant, dernier mode, le fluvial. On a une flotte de bateaux de petites barges donc de type Freycinet qui sont assez vieilles, mais on en a de moins en moins. Par contre, on a de plus en plus de grosses barges qui sont alimentées principalement au diesel ou au gazole non routier, mais la motorisation est souvent plus récente que le bateau. Donc là, ce qu'on propose, c'est que comme c'est un mode aussi qui est déjà beaucoup plus efficace et moins émissif que le routier, c'est moins urgent, on peut faire une hybridation par rétrofit des motorisations qui permet un gain d'efficacité de l'ordre de 15 à 25%. On peut, au plus long terme, développer des péniches électriques à batterie ou à hydrogène. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de technologie qui est très mature pour ce type de véhicule. Et donc, il y a un besoin de financement pour transformer cette flotte. Donc là aussi, c'est quelque chose l'effort d'électrification doit se faire sur le temps long. Alors, en termes de quels effets on peut avoir donc, de ce levier de l'électrification, donc sur la voie, voilà nos hypothèses sur la route, on a considéré qu'en 2027, on pouvait renouveler donc, tous les poids lourds et les véhicules, les VUL neufs pourraient être électriques sur les véhicules qui parcourent moins de 300 km qui font des distances de moins de 300 km. Et qu'en 2050, par contre, avec l'amélioration, pour avoir une flotte qui soit à 100% électrique. Donc ici, on a sur ce graphique ce que ça représente. On voit qu'on va avoir en 2027 environ 15% des véhicules kilomètres
qui pourrait être fait de manière électrique, et qu'en 2050, la totalité. Pour le rail, comme on a dit, et le fluvial, donc pour le rail, peu de changements en 2027, et en 2050, on estime qu'on pourra avoir électrifié quasiment complètement le réseau à 94%. Et pour le fluvial, on pourrait hybrider du coup en 2027 la moitié de la flotte, et en 2050, on pourrait avoir développé des barges qui soient électriques. Donc l'effet de ce levier ici sur les émissions est très significatif. On voit qu'en 2027, il permet déjà d'avoir une baisse intéressante de moins 10% des émissions. Et en 2050, là, on pourrait carrément avoir une division par 10 des émissions restantes. Je vous propose maintenant de condenser donc, tous ces leviers pour voir la contribution de chaque levier à l'effort de décarbonation. Donc, tout d'abord, en 2027, donc ici, on a les émissions actuelles en mégatonnes de CO2, donc autour de 42. On a ici ensuite tous les leviers et leur contribution à l'effort de décarbonation. Donc, on voit qu'on a les leviers de la baisse de la demande et de report vers le fer et le fluvial qui vont déjà pouvoir permettre d'amorcer cette baisse, donc qui, en 2027, on estime qu'on peut avoir moins 29% d'émissions. Le levier du dernier kilomètre pour la mutualisation et la cyclo-logistique sont moins visibles, ils sont plus petits, l'éco-conduite et de même. L'électrification permet aussi quelque chose de significatif. Donc c'est moins 29%, ça représenterait un rythme par rapport à aujourd'hui qui serait autour de moins 7% par an. Enfin, pour 2050, donc là on pourrait carrément avoir moins 96% d'émissions, avec pareil, donc, des leviers qui sont plus petits pour le dernier kilomètre et l'éco-conduite. Et significatifs, ce sont l'électrification, la baisse de la demande et le report vers le fleuve et le fluvial. Et donc, ces moins 96% représenteraient un rythme à partir de 2022 d'autour de 8% par an. Et maintenant, je vais laisser la parole à Nolwenn qui va nous parler de gouvernance. Pour organiser la décarbonation du transport de marchandises, on pense qu'il est important de parler de gouvernance. Aujourd'hui, la gouvernance, les compétences publiques du fret sont considérées comme complexes, voire peu claires. Vous avez ici un schéma à titre illustratif, mais n'essayez pas vraiment de le comprendre. Continuez de m'écouter. Les textes qui encadrent le fret se répartissent entre l'urbanisme et le transport. Il n'y a pas vraiment de gouvernance stratégique qui se dégage pour le transport de marchandises et la logistique. Ce qu'on propose, c'est des compétences fret qui seraient mieux définies et renforcées pour les territoires. Du coup, à l'échelon national, on aurait la création d'un secrétariat d'État à la logistique qui serait sous le giron du ministère du Transport et du ministère délégué au transport et du ministère de la Transition écologique. Au niveau national, on pourrait définir les orientations stratégiques et planifier l'avenir du secteur du transport de marchandises et de la logistique, et notamment discuter des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'objectifs de report modaux. On propose également la mise en place d'une gouvernance carbone pour tout projet influençant significativement les flux de marchandises. Donc, par exemple, la création de nouveaux entrepôts, la création d'un centre de mutualisation urbain ou même l'implantation de nouveaux sites industriels. Ceci dans le but d'engager une discussion sur les émissions de gaz à effet de serre des activités, y compris celles de la logistique. À l'échelon national, on a déjà le SRADET, donc le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'équilibre territorial qui est un plan d'aménagement du territoire. On souhaite le rendre plus prescriptif dans la délimitation des clusters logistiques. Du coup, au niveau régional, on aurait un respect de ces implantations de sites logistiques et la région serait responsable de gérer l'implantation des entrepôts en barycentre de flux et proche d'embranchements intermodaux rail ou fleuve. Ensuite, la région rassemblerait régulièrement les acteurs régionaux de la logistique pour définir des orientations stratégiques et des opportunités de mutualisation amont ou aval et développer les potentialités d'optimisation des taux de remplissage et si cela est jugé pertinent par les acteurs et par la région. Ceci dans le but de mieux organiser le fret
et pour évidemment réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur. Au niveau plus local, donc à l'échelon intercommunal ou communal en fonction du territoire, on propose le développement du volet on propose également que le SCOT, donc c'est un peu le symétrique du SRADET, mais à l'échelon plus local, donc que le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, devienne plus prescriptif dans la délimitation dans les obligations d'implantation de sites logistiques. On propose également la création de zones des zones de faible émission à la tonne transportée. Donc, ça permettrait aux poids lourds qui sont bas carbone de circuler s'ils sont... Ça permet aux camions bas carbone de circuler et parce que s'ils sont bien massifiés, alors ils sont plus pertinents que d'avoir plein de VUL qui sont à moitié remplis et qui ont du coup des émissions à la tonne transportée plus importantes. Ensuite, on souhaiterait on propose l'introduction systématique dans les plans locaux d'urbanisme de normes pour la réintroduction de l'activité logistique dans les centres urbains denses. Ça pourrait prendre la forme d'une clause qui dirait pour toute nouvelle construction neuve qui fait plus de tant de mètres carrés, alors il faut introduire l'activité logistique. On propose également le développement des AOF, donc les autorités organisatrices du fret. En fait, la loi d'orientation des mobilités permet aux autorités organisatrices de la mobilité de s'emparer de la compétence fret. Néanmoins, les autorités ne se sont pas emparées de cette compétence puisqu'elle est aujourd'hui facultative. Elle est facultative et elle est conditionnée à l'insuffisance, l'inadaptation ou l'inexistence de l'offre privée. On propose de revenir sur ce caractère facultatif pour faire rentrer la mobilité des marchandises dans le cadre de la mobilité dans les centres urbains, dans les zones urbaines. Du coup, cette AOF, cette autorité organisatrice du fret, aurait la responsabilité de rassembler régulièrement les acteurs territoriaux pour co-construire des stratégies de mutualisation amont et aval et également de réfléchir des opportunités d'optimisation pour améliorer les émissions de gaz à effet de serre du secteur du fret sur le territoire. Également, on propose de développer un échange de données entre le public, donc au niveau des AOF, et les entreprises. Donc, au préalable, le public aurait défini une liste de données qu'il souhaite pour pouvoir mieux organiser le fret sur son territoire, et les entreprises le lui fourniraient. Et après ça, l'AOF organiserait un échange également avec les échelons supérieurs, donc échelon régional et national, pour avoir une image cohérente de ce qui se passe sur le territoire et pouvoir par la suite organiser encore mieux le secteur du transport de marchandises et de la logistique. Enfin, l'AOF serait l'élément qui permettrait d'encourager le développement d'outils logistiques comme les plateformes, l'écosystème des centres de mutualisation urbains ou aussi des hôtels logistiques. Je laisse à Ruben le mot de la fin. Merci. Tout à l'heure, donc pour certains d'entre vous, il y aura des ateliers collaboratifs qui seront proposés et ces ateliers visent à creuser un peu plus certains sujets, tester nos idées auprès de vous qui représentez un public bien averti sur les différents sujets que nous avons abordés. Cela va nous servir à renforcer, le cas échéant, certaines de nos hypothèses. Et il s'agit vraiment d'un moment important pour nous, important et privilégié, l'occasion de mettre à l'épreuve certaines thèses ou des lignes de raisonnement qu'on a pu partager avec vous ce matin et obtenir vos réactions et votre feedback à chaud. Est-ce que nous avons le temps pour des questions-réponses ? Donc la question principale porte sur le biométhane plutôt que l'électrification, c'est ça? Paul, est-ce que tu peux prendre la question sur les vecteurs énergétiques? Oui, bah, c'est vrai que le méthane, on l'a vu sur le graphique, était aussi très décarboné. Et donc,
là-dessus. Après, on a juste ces des hypothèses qui sont… On sait qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de différentes parties pris là-dessus. Donc, on a fait une hypothèse plutôt sur l'électrique, mais qui, en fait, ne changerait pas grand-chose si on prenait le biométhane en termes des émissions. Enfin, on pourrait juste appeler ce levier, du coup, changement de motorisation et voir ce que ça… Je répète le point de Laurent, parce que c'était intéressant. Du coup, c'était aussi le fait que le biométhane, il y a un gisement qui est limité, et il y a beaucoup d'applications pour cette énergie, et du coup, la mobilité pourrait prendre sur le biométhane, mais du coup, peut-être en prenant au lieu d'un autre secteur. Donc là-dessus, il y a un équilibre à voir, et c'est vrai qu'on avait plutôt passé toute la mobilité sur l'électrique. Justement, je voulais ajouter que le secteur de l'énergie, qui est un secteur aussi amont au même titre que le fret, va proposer dans quelque temps des potentiels, des propositions en termes de vecteurs énergétiques pour chaque vecteur et qu'il faudra ensuite répartir entre chaque secteur. Et du coup, il y aura des secteurs qui seront plus ou moins prioritaires, mais ce ne sera pas à nous d'en décider. Donc, il faudra faire avec ce qu'on aura et qui sera évidemment limité. Tariel Chamorrois, DPCMK, question simple. Le monde du transport est à faible rendement économique. Comment est-ce qu'on fait, comment vous planifiez les investissements lourds que vous avez mis en avant là, parce que les transporteurs et les commissionnaires de transport n'auront pas les moyens de faire ces investissements. Marche peut-être. Est-ce que comment tenez-vous compte de ça? De sortir de la slide. Comment est-ce que, donc la question c'est, dans le cadre du transport, qui est un secteur à faible marge, comment est-ce qu'on dégage les recettes suffisantes pour les investissements? On a abordé 2 points. Donc, il y avait une partie qui concernait de l'aide publique, donc comme on faisait référence tout à l'heure pour la cyclo-logistique, par exemple. Et après, on a prévu des programmes dans lesquels on n'est pas rentré dans le détail, mais des modalités de taxation d'une part qui peuvent être fléchées pour des investissements particuliers sur, par exemple, du ferroviaire ou du fluvial. Une question, donc Paul Saxé, Je vais essayer de résumer la question. La question porte sur la taille des véhicules. En gros, est-ce qu'il y a de la législation qui pourrait être opérée pour modifier la longueur ou la largeur, ou en tout cas le gabarit des véhicules qui roulent actuellement pour augmenter la charge utile transportable? Si je résume, c'est ça? Oui, et l'aérodynamisme, d'accord, ok. On n'est pas rentré dans le détail de certains points techniques, mais effectivement, l'allègement des véhicules est un point, que ce soit du routier ou du ferroviaire d'ailleurs. Et lorsqu'on fait référence à augmenter la charge utile, donc pardon, ça c'est pour l'aérodynamisme, et quand on parlait d'utiliser le véhicule le plus capacitaire possible, c'est bien l'intérêt, c'est-à-dire en gros, plus on peut transporter de marchandises pour une motorisation donnée, plus les émissions seront réduites à l'unité de marchandises transportées. Donc oui, l'aérodynamisme, la réduction de la vitesse, l'augmentation de la charge utile dans une certaine proportion, ce sont tous des axes plutôt techniques dans lesquels on n'est pas rentré dans le détail ce matin, mais qui figurent en effet dans le cadre des travaux qu'on est en train de mener. Donc la question porte sur la régulation de la demande en amont, et donc dans la question il y a un peu la réponse, c'est que aujourd'hui on a parlé plutôt du fret, donc ce qu'il advient une fois que la demande est faite ou créée. Donc il y a un intérêt à potentiellement limiter, réguler, mieux encadrer, motiver ou en tout cas agir sur cette demande-là. On y a réfléchi, mais elle est un peu hors scope de ce qu'on a pu présenter ce matin. Il y a un intérêt aussi souvent sur le ralentissement des livraisons. Je ne sais pas si c'était ça le point, mais il y a le fait que… Pardon, je n'ai pas repris la question. Oui, pardon, il y avait un point sur la question portait sur le fait de commander le matin pour le jour même, excusez-moi. Donc là-dessus, il y a 2 points de vue. La rapidité n'est en elle-même pas forcément synonyme de forte émission. En gros, si la livraison se fait rapidement, mais en cycle logistique, il n'y a pas de problème de CO2. Néanmoins, si le conditionnement de cette commande rapide nécessite une désorganisation, nécessite un transport qui est mal chargé, ou en tout cas au niveau capacitaire n'est pas efficace, en effet, à ce moment-là, il faut agir sur la rapidité d'exécution des commandes qui peuvent être faites. Merci, Paul. La question, c'est est-ce qu'on a comptabilisé les émissions de gaz à effet de serre pour les infrastructures qu'on propose?
Non, pardon, je vais répondre à défaut. Pas dans le cadre du travail qu'on a fait sur le fret, sur le transport de marchandises, puisqu'il s'agit bien de transport. Néanmoins, dans le cadre du plan de transformation de l'économie française, il y a d'autres secteurs qui vont comptabiliser en effet ça en termes d'infrastructure. Par exemple, si on développe le fret ferroviaire, on a besoin de plus de locomotives ou plus et bien, du coup, cette augmentation va être prise en compte dans le secteur qui constitue de l'industrie ferroviaire. Donc, on essaye d'avoir une cohérence interne là-dessus. Ouais, c'est une très bonne question. En gros, l'effet pardon. Oui, pardon. La question, c'est en gros comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas d'effet rebond lorsqu'on a fait du report modal. On a pu voir dans l'introduction que faisait Paul sur la réduction générale de la demande, donc à la fois par de la relocalisation industrielle, à la fois par des circuits courts agroalimentaires. Et donc, dans la mesure où la demande globale est réduite, on peut se dire que l'effet rebond, sans être complètement annulé, est en tout cas réduit ou circonscrit. Et par ailleurs, on propose aussi un rééquilibrage des usages des modes. Par exemple, du coup, en réduisant la vitesse pour les poids lourds sur les routes et aussi en interdisant éventuellement, donc ça c'est une mesure qui est en cours de réflexion, mais éventuellement interdire le transport de marchandises sur certaines distances pour certains types de marchandises et par exemple pour le transit. Alors, il y a pas mal de questions sur les modes de motorisation au niveau du fret fluvial et notamment les externalités environnementales qui peuvent être liées. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez creusé? Donc, c'est sur les polluants atmosphériques des moteurs de ouais. fluvial. Alors, je sais pas. Je sais que souvent, il y a des chiffres qui circulent sur le fait qu'un paquebot pollue genre comme 10 000 voitures. Mais généralement, c'est des chiffres sur un polluant qui ne c'est pas le CO2, mais c'est des oxydes de soufre. Et donc, mais je pense que du coup, dans le cadre de ce qu'on propose, c'est-à-dire de réhybrider donc de rétrofit des bateaux pour changer le moteur et l'hybridation. Donc là, on aura une amélioration aussi une réduction, pas seulement des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des autres polluants de l'air. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Et du coup, à titre d'illustration, vous pouvez voir derrière que ici, on a une illustration des coûts externes du transport continental lourd en France. C'est issu du rapport Altermine pour Alliance 4F qui cite CE Delft. Du coup, on voit bien que les externalités négatives du fluvial sont pour une grosse partie la pollution atmosphérique qui a certaines du bruit, énergie amont et habitat naturel. Mais on voit quand même que les poids lourds présentent beaucoup plus d'externalités négatives. Alors, peut-être une dernière question et ensuite on fera une petite pause avant la table ronde. Sur la taxation, est-ce que vous considérez que la taxation des externalités négatives du transport routier peut être un levier aussi incitatif pour améliorer la transition vers le fer? Oui, il me semble que la question, c'est est-ce que la taxation peut être un levier pour effectuer le report modal ou encourager le report modal? Je crois qu'on y a fait allusion dans plusieurs planches. En effet, la taxation, même si ce n'est pas une fin en soi, c'est un levier nécessaire pour encourager ou pour réguler le report modal. Ce n'est pas qu'une question de taxation, il y a aussi des questions d'interdiction, mais la taxation, en effet, donne un signal prix et peut encourager des mouvements qui ont eu jusqu'alors du mal à s'opérer. Très bien, écoutez, merci beaucoup. On va faire donc une courte pause. Donc, merci encore à l'équipe Robin Fischer, Nalon Grossier, Paul Gauze, le tout coordonné par Nicolas Ryan, présent, qui prendra la parole tout à l'heure. Merci à vous et on reprend d'ici 5 minutes pour la table ronde avec Madame Anne-Marie Drac et Jean-Marc Jancovici. C'est bon. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour cette table ronde Anne-Marie Drac. Alors, Anne-Marie, dans une vie précédente, vous avez été présidente de la RATP, vous avez été présidente de la SNCF, vous avez été également ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Non, je n'ai pas été ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Allez-y, corrigez-moi. J'ai été secrétaire d'État au transport, ça s'appelait encore comme ça, c'est encore le cas aujourd'hui, et j'ai été secrétaire d'État au commerce extérieur.
Très bien, merci de me rectifier. Et aujourd'hui, ça nous concerne encore plus directement, vous êtes présidente de France Logistique, qui est une association que vous avez créée en 2020 et qui réunit les acteurs de la logistique dans le but de favoriser la compétitivité de la logistique française. Et sa transition. Et c'est parfait pour le thème du jour. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc, tu es président du Shift Project, tu es associé de Carbone 4, un cabinet de conseil en stratégie énergie-climat. Tu enseignes aux mines Paretech sur les sujets énergie-climat. Alors, je vous propose d'articuler cette table ronde en, on va dire, 2 temps et demi. Premièrement, faire un tour de réaction, on va dire, aux propositions qu'a pu faire le Shift en ce qui concerne la transformation du secteur de transport de marchandises. Et puis, dans un deuxième temps, aborder la question cruciale et certainement un peu moins abordée dans le débat aujourd'hui sur la transformation du fret, qui est le comment faire concrètement. Alors, commençons par un peu vous faire réagir à ce qu'a pu proposer le Shift. Donc, nos résultats intermédiaires, pour l'instant, c'est un travail qui est encore en cours, ce sont des résultats intermédiaires à discuter. Et d'ailleurs, on aura des ateliers tout de suite après pour en discuter un peu plus avec les acteurs. Les grands éléments qu'a mis le Shift sur la table aujourd'hui, si je les rappelle très rapidement, il y a eu un premier point important qui est que le fret est en effet au cœur de l'économie et donc va devoir accompagner, selon nous, la transformation de l'économie dans son ensemble. Donc, le fret n'est pas tout seul, n'est pas isolé. Il ne doit pas transiter que lui-même, mais également accompagner les autres secteurs de l'économie. Ça a été un premier point important. Et puis ensuite, en ce qui concerne la transformation du fret en lui-même, on a parlé de mutualisation des flux, on a parlé de report modal vers le fer et le fleuve, on a parlé aussi de report modal en ce qui concerne le dernier kilomètre vers la cyclo-logistique. Et puis, on a parlé d'électrification des véhicules. Jean-Marc, est-ce que tu aimerais notamment réagir sur ce premier volet qui est le lien, enfin le fret en tant que lien, même en tant que cœur qui alimente, en tout cas qui permet à l'économie de fonctionner en termes de transport de marchandises? Si je dis non, tu seras bien ennuyé. Oui. Alors, je vais donner un chiffre, moi, qui m'a toujours frappé pour entamer cette réaction. Quand on fait l'empreinte carbone d'une société manufacturière, on se rend compte que quand un camion transporte un objet manufacturé, sur les caméras qui sont en train de nous filmer, des vêtements, des chaises, etc., je sais pas quoi, un robot de découpe, les émissions de fabrication de l'objet transporté sont en général 15 à 20 fois supérieures aux émissions du transport. Cette donnée fait qu'on peut en tirer une conclusion assez simple, qui est que si on met le système globalement sous contrainte en ce qui concerne ses émissions, on verra arriver la contrainte au moins aussi vite sur la quantité de choses à transporter que sur les modalités du transport. Dit autrement, une des choses qui paraît absolument évidente pour moi, c'est qu'un fret durable va aussi être un fret en contraction en ce qui concerne les volumes. C'est quelque chose qui est très structurant pour l'évolution du secteur. Alors, c'est très structurant pour l'évolution des acteurs parce que c'est très facile de dégager des gros budgets de R&D chez un constructeur de camions ou un constructeur de bateaux qui a un chiffre d'affaires qui augmente. C'est plus compliqué de dégager des gros budgets de R&D chez un constructeur de bateaux ou d'avions dont les ventes baissent. Et d'une manière générale, quand on a un système qui est en contraction, diffuser le progrès technique est quelque chose qui est beaucoup plus difficile que quand on a un système en expansion. C'est le grand paradoxe du progrès technique appelé pour aider à la contraction du système, c'est qu'en fait, dans ce genre de contexte, il devient plus difficile à mettre en œuvre. Donc, la première réaction que je vais avoir, c'est que c'est logique et légitime que dans les propositions du Shift Project, on tourne autour de 2 principes qui sont: le premier, il faut boucler le système. On ne peut pas se contenter de regarder le fret comme quelque chose qui va vivre ses propres améliorations techniques indépendamment de ce que fait le reste de l'humanité, de la quantité de produits qu'on fabrique et de l'urbanisme industriel qu'on a à portée de la main. Je ferai juste une petite rapide rappel là-dessus aussi. Et la deuxième chose, c'est que c'est légitime qu'on ait une approche qui est un peu low-tech, entre guillemets, quand on s'occupe du transport de marchandises. Donc, s'occuper du vélo pour le dernier kilomètre, ce n'est pas juste parce que c'est bon pour le souffle. Il y a aussi un côté, ça demande beaucoup moins de matière et d'énergie par tonne transportée
que si on utilise des camions qui sont, par la force des choses, à moitié vides à la fin de la tournée de distribution. C'est difficile d'être plein tout le long d'une tournée de distribution. Autre chose que je vais rappeler, c'est que les marchandises n'ont pas de jambes. J'aime beaucoup cette citation que l'on doit, je ne sais plus si c'est à Orfeuille ou à Crozet, enfin un des dinosaures de l'économie des transports de marchandises, enfin des transports tout court, de reste. Et donc, quand on regarde à quoi sert l'énergie des transports dans un pays qui accède à l'énergie, c'est souvent beaucoup plus souvent pour transporter des marchandises que pour transporter des personnes. Donc, la question de savoir comment on continue à transporter des marchandises, je vais le dire autrement, si demain matin, les Parisiens n'ont plus de voiture, ils survivent. Ils iront à pied, ils prendront le train, ils gueuleront, ils restent, mais ils survivent. Si demain matin, les Parisiens n'ont plus de camions, ils meurent de faim. Donc, il y a un sujet je ne sais pas si je dois dire, de caractère précieux de l'énergie dans les transports, qui est encore plus précieux dans le fret que dans le transport de personnes. Donc, le fait de regarder le fret comme un ensemble d'un système, de le mettre en concurrence avec le transport des personnes, de le voir avec un prisme low-tech, tout ça, ça me paraît être des angles qui sont vraiment nécessaires dans la façon d'approcher le problème. Et bon, très modestement, la direction dans laquelle on essaye de partir dans les propositions ou les pré-propositions, ou les propositions à casser, je ne sais pas comment il faut dire, qui ont été formulées ce matin. Alors, Anne-Marie Idrac, quels sont selon vous les grands éléments incontournables de transformation du fret qui permettrait donc de faire face de relever le défi de la transformation énergie-climat de l'économie et peut-être en réaction à nos propositions. Oui, d'abord, je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir cette approche justement systémique, celle de Jean-Marc et celle des documents que vous avez présentés ce matin, que je trouvais très très intéressants. Deux points supplémentaires sur cette approche systémique. La première, c'est que je trouve que c'est plus intéressant de parler de logistique que simplement de transport. Parce qu'après tout, le transport, c'est un bout d'une chaîne. Et la localisation des entrepôts, la localisation des points de groupage, dégroupage, etc., qu'il s'agisse par exemple des entrepôts qui sont de plus en plus loin des centres-villes, c'est pas génial, ou des ports français qui sont de plus en plus contournés au bénéfice des ports du nord de l'Europe, pas génial non plus. Bon, donc je trouve que c'est plus intéressant, surtout quand on a une approche systémique, de penser à l'ensemble des maillons. Et par exemple, sur la logistique urbaine, on voit bien qu'il y a un énorme sujet qui est lié à la gouvernance, d'ailleurs, qui est comment est-ce qu'on peut implanter des relais, des ceci, des cela. La deuxième remarque que je vais faire, c'est que là, je suis un décalage par rapport à ce qu'a dit Jean-Marc, c'est que nous, les analyses de marché que nous avons, nous les professionnels, et il y en a beaucoup dans la salle, c'est qu'on est loin d'être sûr qu'il va y avoir une contraction des flux. Quand on parle de relocalisation, on en parle souvent avec la ministre de l'Industrie, des relocalisations, il faudra bien que les usines elles soient approvisionnées et qu'elles aient des débouchés. Bon. Quand on entend les collectivités locales dire revitalisation des centres-villes, ceci, cela, ou quand on voit se déplacer effectivement, de manière plus intéressante, peut-être plus profonde encore, la mobilité des personnes par rapport à celle des marchandises. Bon. Il y avait un scénario prospectif qui était élaboré notamment à la SNCF, qui était grosso modo les gens ne bougent plus, c'est les marchandises qui bougent. Bon. On ne pensait pas que ça allait arriver. Or, il se trouve que c'est arrivé avec effectivement l'enjeu vital que vous avez dit. Bon. Donc, tout ça pour dire que dans le cadrage général sur les flux, donc je sais bien que la logique de Jean-Marc et d'un certain nombre de ses travaux, et pas de ses clients, c'est plutôt de la contraction. Si, on a des clients aussi. Voilà, bon. Mais je pense qu'il faut être un petit peu prudent quant à l'idée que le contexte va être à la contraction. Bon, voilà. Mais en tout cas, l'approche systémique, ça c'est vraiment très très intéressant. Et aussi la prise en compte finalement des trois éléments qu'il faut avoir, comme on l'a eu dans le transport de la mobilité des personnes, sauf que les marchandises, on ne s'en est pas occupé pendant des années et des années en fait. Hein. Bon. Et les trois éléments, c'est quoi? Les distances. C'est pour ça que je parle beaucoup de l'implantation, l'attractivité territoriale, etc. etc. Bon. Deuxièmement,
c'est la massification. Et la massification, évidemment, c'est non seulement le fait que des camions valent mieux que des camionnettes, bon, mais surtout les possibilités de transfert modal vers le ferroviaire et le fluvial pour les segments d'échelle logistique qui correspondent. Bon, il y a un truc qui manque dans les présentations, c'est que pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Bon, moi, j'étais président de la SNCF. Comme tous les présidents de la SNCF, je voulais la doubler, la part modale. Bon, et c'est pareil à l'échelle européenne. À l'échelle européenne, elle régresse, hein, si on prend l'ensemble des pays. Bon. C'est parce que les clients n'en veulent pas. Donc, il me semble que, enfin, n'en veulent pas assez. Bon. Et ce n'est pas pour des raisons de prix. D'ailleurs, il faut remarquer au passage que les gens du ferroviaire qui sont regroupés en France très judicieusement dans une organisation qui s'appelle FERTREF, ils ne demandent pas du tout de taxer les camions pour rééquilibrer la compétitivité. Ils ne le demandent pas, la taxation. Hein. Bon. Simplement, le sujet, il est vraiment de l'ordre de la qualité de service. Et donc, ça vient sur les fameux sillons du réseau, sur les critères de qualité dans l'évaluation de l'entreprise publique qui gère le réseau, etc., etc. Et d'ailleurs, à l'échelle européenne, parce que je discute souvent avec la DG Move, bon, c'est pareil, le sujet, c'est la qualité de service. Donc, massification, qualité de service, qualité de service, qualité de service. Et puis, le troisième sujet, ce sont les motorisations. Et les motorisations, bon, donc, on a obtenu des ministères de l'Industrie et des Transports qui se mobilisent de manière un petit peu rationnelle là-dessus. Bon, et on voit bien que, grosso modo, sur les véhicules électriques, enfin, sur les VUL et les petites distances et les pas trop gros, d'ici quelques années, sous réserve qu'il y ait des prises et des recharges et que le système tienne en électrique, ça pourrait passer. Bon. En revanche, sur les véhicules plus gros, ce qui passe à la rigueur en termes économiques et en termes de production, c'est tout ce qui est autour de GNV, biogaz, biofuel, etc. Bon. Mais on ne sait pas si ça boucle, là aussi, en disponibilité des carburants. On entend dire que les biocarburants devraient tous être utilisés pour les fameux sustainable, enfin pour l'aviation. Voilà, bon. Et puis, comme ça a été évoqué en fin de session par TLF, et vous l'évaluerez, il y a des besoins de financement, mais considérables, enfin, bon, qui sont à la fois pour les opérateurs. D'ailleurs, qui sont les opérateurs? Est-ce que c'est les clients? Est-ce que c'est les transporteurs? Bon. Donc, les opérateurs vont devoir investir considérablement. Les puissances publiques aussi, en commencer par les réseaux, une fois qu'ils auront déterminé de quel réseau elles veulent. Bon. Donc, je pense qu'il y a effectivement une vision globale, à la fois très globale, et aussi scandée par jalons. Allons-y, commençons par ce qui peut être fait, pas trop compliqué. Bon. N'imaginons pas que dans quelques années, on va avoir des camions hydrogène, alors qu'aujourd'hui, ce sont des prototypes. Bon. Et quant aux camions électriques, il n'y en a pas non plus. Il n'y en a pas. Bon. On parle de quelques milliers dans les 5 ans qui viennent, à l'échelle européenne. Bon. Et en plus, quand il y en a, ils sont tout à fait incompatibles avec des modèles économiques. Bon. Donc, voilà les 3 niveaux, les distances, la massification et les motorisations en articulant segment par segment et jalon par jalon. Voilà comment je vois les choses. Et c'est ce que vous avez à peu près présenté. Hein. Et puis, je trouve très intéressant aussi que vous ayez pris en compte un aspect de gouvernance sur la logistique urbaine en particulier. C'est patent. Sur la gouvernance, moi, je préférerais qu'un éventuel secrétaire d'État, moi, je ne suis pas très fanat des secrétaires d'État, peut-être par expérience, bon, enfin, ouais. Parce qu'actuellement, en tant que président de France Logistique, je travaille avec plus d'une demi-douzaine de ministres. Bon. Enfin, bon, s'il devait y en avoir un, après tout, je préférerais qu'il soit rattaché à l'économie et à l'énergie qu'au transport, hein, puisqu'encore une fois, ce n'est qu'un petit bout. Et les éléments qui sont à prendre en compte, on voit bien, quand c'est l'économie en général, quand c'est industrialisé ou pas industrialisé, quand c'est soutenir ou pas les constructeurs français de véhicules, quand c'est définir des aides publiques et des programmations d'infrastructures. Enfin voilà, ça se plaide, mais moi, je le verrais plutôt à l'économie. J'aimerais revenir sur ce… Vous avez parlé de jalonnement, voilà, de vision d'ensemble à long terme, mais jalonné par des étapes un peu plus court terme. Donc, j'aimerais aborder avec vous le point de cette planification. Donc, le fret est un secteur à forte inertie physique, on va dire. Il repose sur des infrastructures qui ont de longues durées de vie. La logistique n'est
est au contraire caractérisé par une extraordinaire agilité. Alors, mais qui se base, voilà, si on investit Les repas aujourd'hui qui vont être servis là, sur, qu'ils soient chauds ou froids, il y aura une sacrée oui, agilité pour les il y apporter. a une agilité, mais qui Et il y a en repose même sur temps un le long terme. foncier, Voilà. sur, Il y a les deux. Mais il faut bien avoir en tête qu'il y a les deux. voilà, il y a cette articulation à trouver. Alors, dans le contexte de la transition, les économistes nous parlent souvent des fameux actifs échoués, c'est-à-dire le fait d'investir aujourd'hui dans quelque chose qui, finalement, à cause de la transition, qu'elle soit subie ou choisie, ne valent plus rien au bout d'un moment. Donc, si je décide aujourd'hui d'investir dans une flotte de péniches ou dans une flotte de trains, en tant que société, dans l'ensemble, investir en tant que société, et que demain, parce qu'en 2050, il va falloir avoir réduit au stricto minimum nos émissions. Si j'investis dans des flottes carbonées aujourd'hui, eh bien, il y a de fortes chances qu'en fait, en 2050, il faille les mettre à la poubelle, au rebut, parce qu'on ne peut plus les utiliser. Donc, on est obligé de se projeter loin dans le secteur du fret. On est obligé de penser en cohérence avec l'ensemble des autres secteurs en transformation aussi. Donc, j'aurais aimé vous poser cette question, Anne-Marie Drac, sur quelle est votre perception de la capacité des acteurs du fret dans cette projection long terme et dans ce jalonnement. Est-ce que vous pensez que le secteur est mature là-dessus? Donc, je parle des acteurs de la logistique. Hein. Oui. Sur les aspects de motorisation, aujourd'hui, on manque cruellement d'une vision qui ne peut être fixée que par l'État. On a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui continue à faire la part belle au gaz. Bon. On nous dit qu'il faut faire de l'électrique, mais il n'y a pratiquement pas d'aide à l'électrique et les constructeurs eux-mêmes nous disent qu'ils ne pourront pas en faire tant qu'il y a, c'est un peu la poule et l'œuf, comme ça a été pour les voitures au début, tant que les réseaux ne seront pas faits. Donc, on manque d'une programmation, enfin d'une vision sur les énergies souhaitables et d'une programmation des investissements nécessaires. Et puis ensuite se pose la question de leur partage. Bon. Ça manque cruellement sur les motorisations. Sur les infrastructures, il y a toutes les planifications qu'on veut sur les infrastructures de transport. Bon. Ce qui manque, c'est les sous pour les concrétiser. Par contre, il n'y a pas de planification sur les lieux, et c'est la raison pour laquelle j'adhère complètement à la proposition de rendre obligatoire l'inscription des lieux logistiques dans les SRADET, et tant qu'à faire, de les mettre au bon endroit, c'est-à-dire auprès des bonnes infrastructures, sans oublier que ce soit aussi là, des endroits où il y a des clients. Hein. Parce que dans mon passé, j'ai souvent participé à les inaugurations de plateformes dans des endroits qui étaient vachement sympas, sauf qu'il n'y avait pas le plus petit début de clients, 100 km à la ronde. Bon. Donc, c'est quand même fâcheux. Hein. Bon. Mais donc, on voit bien que les questions de planification ne sont pas toutes de la même nature. On a des questions de vision, on a des questions de financement, et on a des questions de documentation plus ou moins prescriptives. Dans le cas des transporteurs routiers, si on parle des motorisations, je parle sous le contrôle des… Bon, la durée d'exploitation, c'est 6-7 ans. Bon, donc, effectivement, il vaudrait mieux savoir ce qu'il en est. Bon. Il y a un problème qui est encore plus grave, c'est celui de la moitié des camions. Donc, sur 600 000 camions, vous en avez 300 000 qui sont exploités par des non-camionneurs, si j'ose dire. Hein, c'est-à-dire par artisans, commerçants, de compte propre. Eux qui ont des durées d'exploitation beaucoup plus longues. Alors, eux, ils ne se rendent pas compte de ce qui va leur arriver. Bon, mais ils auraient pourtant encore plus besoin, comme ils travaillent beaucoup sur du rachat de véhicules d'occasion et avec des durées d'exploitation plus longues, ils auraient encore plus besoin de ce genre de projection. Donc oui, effectivement, il faut se projeter, mais je dirais plus encore, mettre en cohérence les différentes projections qui existent. Parce que je vais en donner une dernière sur les fameuses zones à faible émission. Bon, normalement, par la loi, elle ne s'applique pas aux véhicules au-dessus de 3,5 tonnes. Bon, enfin, il se trouve qu'il y a beaucoup de collectivités qui les appliquent ou qui espèrent les appliquer quand même au-dessus de 3,5 tonnes. Bon. Mais avec des critères, c'est le cas de le dire, parce que c'est sur les vignettes critères, bon, il faudrait regarder un petit peu plus près pour s'assurer que ça correspond quand même à des véhicules qui existent. Quoi. Parce que autant on peut imposer des normes, par exemple, pour qu'il y ait des voitures électriques, puisque maintenant ça commence à arriver sur le marché, autant imposer des normes pour des camions électriques qui n'existent pas,
Ça serait franchement un peu bizarre. Voilà. Donc, cette cohérence, nous la souhaitons, nous la recherchons. Et comme ça a été dit, peut-être plus encore que d'autres sujets, il y a beaucoup d'acteurs à mettre autour de la table. Et c'est d'intérêt de votre manière de travailler là, dans ce projet, parce que je vois des constructeurs automobiles, pas beaucoup de collectivités, je crois, locales, mais bon. Voilà. Vous voyez, à propos de collectivités locales, par exemple, celles qui veulent instaurer de la logistique urbaine durable, donc le sujet dont j'ai été chargé par le gouvernement avec 2 élus locaux, donc Madame Jean, adjointe au maire de Strasbourg, et Monsieur Polzan, adjoint au maire de Toulouse. Bon, ces collectivités locales sont assez démunies par rapport à des références. Je ne dis même pas des règles, mais des références. Bon. Est-ce qu'il vaut mieux mettre des prises pour des camions à gaz qui existent ou des prises pour des camionnettes électriques qui existeront en masse d'ici quelques années? Bon, des questions de référence. Voilà. Et donc là, c'est pas de la planification, mais encore une autre mode de projection collective vers l'avenir. Jean-Marc, en tant qu'associé Carbone 4, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de travailler avec des acteurs de la logistique et quelle a été ta perception de leur capacité à regarder long terme et à se projeter dans une transition? Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on en a, mais on n'en a pas beaucoup. Et je dis que c'est une mauvaise nouvelle, pas parce que je suis très content quand on a plein de clients à Carbone 4, ce qui est aussi le cas, mais on a une loi du genre à Carbone 4 que j'ai constatée depuis qu'on existe, qui est qu'on est bon dans les secteurs dans lesquels les gens pensent facilement loin. Donc, en fait, dans nos secteurs de clientèle, ou les secteurs de clientèle où on est fort, c'est les gens dans le domaine de la logistique, c'est les infrastructures de transport. Donc là, on travaille à la fois avec les autoroutiers, la SNCF, etc., parce que un réseau, c'est un siècle, et donc les gens se projettent facilement dans le temps long. Il nous arrive de travailler avec des industriels, parce que quand une ligne de production de moteur, c'est un truc qui dure des décennies, donc là aussi, il y a du temps long. On travaille déjà beaucoup moins avec la grande distribution, qui se considère, à tort ou à raison, comme étant… alors, on travaille un peu avec les foncières, mais pas avec les distributeurs, peu avec les distributeurs eux-mêmes, qui considèrent, à tort ou à raison, que c'est des êtres très réactifs. Donc, on parlait tout à l'heure de la logistique très réactive. Eux se considèrent comme étant des gens très réactifs. L'entrepôt était ici, je le mets là. Les clients sont là, je les mets ici, etc. Alors qu'ils participent de fait à la planification de l'occupation du territoire, parce que le commerce, une fois qu'on les a mis quelque part, ils sont quelque part. On travaille un peu avec les transporteurs, mais pas beaucoup. Mais là, c'est pareil, c'est des gens qui ont quand même des pas de temps assez courts, quelque part, dans leur manière de voir les choses. Et on travaille très peu avec les collectivités locales. Alors ça, ce n'est pas tellement lié au fait qu'ils ne pensent pas le temps long, encore que je vais y venir après, mais c'est surtout lié au Code des marchés publics qui fait que c'est très compliqué de faire des choses innovantes en passant par le Code des marchés publics. Donc, le moins on le fait, le mieux on se porte, malheureusement. Mais les collectivités locales, Anne-Marie Drac en parlait, c'est des acteurs centraux dans l'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire pilote à long terme de manière centrale les besoins en transport. À la fois, l'urbanisme industriel, une fois qu'on a décidé de mettre des entités productives éparpillées aux 4 coins du territoire, avec des clients à livrer éparpillés aux 4 coins du territoire, on a un peu dit ce qu'il fallait faire en matière de logistique. C'est-à-dire qu'on a besoin d'engins qui sont très souples, qui sont capables de faire du point à point, ça s'appelle un camion. Donc, c'est très difficile d'en sortir une fois qu'on a… Et ça, c'est largement à la main des élus locaux qui, pour le moment, la décentralisation, alors je vais peut-être dire une horreur, mais enfin, la décentralisation, elle a été assez contre-productive si on avait envie de planification. Parce que si on décentralise sans mandat très encadré, chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Par ailleurs, l'expertise, ça ne se décentralise pas. Donc, à partir du moment où on décentralise, on démutualise l'expertise, je ne sais pas comment il faut le dire, ce qui veut dire que l'expertise qui pouvait éventuellement rester du côté de la sphère publique tant qu'il y avait un État planificateur, elle passe du côté des gros opérateurs privés à partir du moment où on décentralise. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, ça veut dire que la puissance publique perd la main sur sa capacité à planifier de ce seul fait. Et ça, c'est un truc qu'aujourd'hui, on ne comprend pas bien.
dans les décisions. Alors évidemment, l'élu dit moi, je veux le pouvoir chez moi, c'est comme ça que c'est bien, puis de toute façon, l'État, c'est un abruti, les choses locales, c'est quand même que ça de vrai. Mais on ne comprend pas qu'en faisant ce genre de choses, on perd l'expertise chez soi par construction. C'est juste, c'est obligatoire. Et donc, or, l'expertise, elle est un codicile nécessaire à une planification rationnelle. C'est-à-dire, si on fait de la planification, on peut faire de la planification sans expertise. Bon, l'histoire montre que ça marche moyen. Donc, si on veut faire de la planification intelligente, on est obligé de garder l'expertise. Donc, les collectivités locales, elles ont un rôle absolument central dans cette affaire, mais elles échappent très largement à l'expertise, à la fois publique pour les raisons que j'ai évoquées, et privée pour les raisons que j'ai évoquées aussi, qui est le code des marchés publics, qui est un truc à tuer l'innovation de façon extrêmement efficace. Alors, moi, je crois que… Mais pour finir là-dessus, donc, on ne va pas recentraliser la France. Voilà. On ne va peut-être pas la recentraliser dans un monde continu, dans un monde discontinu, j'en sais rien. On vient de recentraliser la liberté d'aller et venir à l'occasion du Covid, ça s'est fait overnight. Donc, on ne va pas recentraliser la France, je veux bien prendre les paris. Dans une histoire discontinue, on verra. Parce que l'histoire ne va pas être continue. Je veux dire, ce qui va se passer à l'avenir, ça va être des marches d'escalier. Ça va beaucoup plus ressembler au Covid que de ressembler aux projections de marché des gens qui voient de la croissance pour 30 ans, ce qui va nous arriver dans les… Est-ce que ce serait souhaitable? Je ne dis pas que ça serait souhaitable. Ouais. Je dis que je pense qu'on risque, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, de ne pas y échapper d'une façon ou d'une autre. Et donc, je préfère, comme d'habitude, en pareil cas, que ce soit choisi plutôt que subi. Et par ailleurs, il n'y a pas que des mauvais côtés dans la planification. Ça a plutôt bien réussi à la France dans un certain nombre de cas de figure. Donc, je ne vois pas pourquoi… faut être pragmatique en pareil cas. Oui, justement, c'est ce que je propose, d'être pragmatique. Marie, il faut être pragmatique. Donc, si la décentralisation et trop de pouvoir local, de manière pragmatique, ça ne permet pas de planifier de manière rationnelle, il faut remettre le curseur à un endroit un peu différent. Marie, vous voulez réagir? Oui, bon, on ne va pas faire un débat institutionnel. Donc, on essaye de construire des solutions pragmatiques, justement, et opérationnelles. Donc, et ce qui est très intéressant, c'est que tous les acteurs de la logistique sont vraiment impliqués là-dedans. Alors même, c'est vrai qu'ils n'en sont qu'un maillon. Le maillon logistique lui-même, il n'est qu'un maillon dans cette organisation de l'économie et des territoires et de la place de la France dans le commerce international. On pourrait aussi aller là-dessus, etc. etc. Bon. Mais alors même qu'on n'est qu'un maillon d'une économie territoriale qui nous échappe, bon, tous les acteurs sont engagés. Moi, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très frappant. Les programmes de l'ADEME sur l'éco-conduite, c'est un succès incroyable des entreprises et très intéressant aussi, évidemment, pour l'attractivité des métiers, les jeunes, bon, et puis pour les clients. Alors, on dira éventuellement un peu de greenwashing. Bon, enfin, tant qu'il y a un peu de green, moi, je prends. Voilà. Bon. Les engagements sur toutes les formes les plus économes en volume, par exemple. On a parlé de massification. Bon. C'est-à-dire tout ce qui est mutualisation dans la partie stock, logistique, mutualisation dans ce qui roule. Bon. Donc, il n'y arrête pas d'avoir des innovations, y compris des innovations évidemment à base de données et de robotisation, etc., pour optimiser ce genre de choses. Bon. Donc, on est très engagé sur non seulement accompagner, mais anticiper les mouvements qui vont avoir lieu. Donc, chacun à sa place. Nous, on est des professionnels qui essayent de travailler. Bon. Quand je travaille actuellement avec les collectivités locales sur des logistiques urbaines, comme je le disais, bon, je ne sens pas une appétence rapide, en tout cas, à la recentralisation. Donc, voilà. Bon, oui, donc, si vous voulez, nous, on est là avec des échéances de motorisation où on risque d'être taxé à partir de 2023. Bon, pour acheter des camions qui n'existeront pas. Donc, voilà. Donc, on essaie de construire avec les gens qu'on a, je dirais. Et les collectivités locales, ce qui les intéresse, c'est échange de bonnes pratiques. On en revient à l'expertise. On en revient à l'expertise, absolument. Voilà. Expertise partagée. Expertise qui n'est pas seulement sur des sujets techniques. Ah, mais ce n'était pas mon propos. Voilà. Mais je n'ai pas dit que c'était ton propos. Qui est beaucoup sur des solutions, comme on dit, hein. Des meilleures organisations, des meilleurs dialogues. Comment on fait pour que l'adjoint au maire chargé de l'environnement parle avec celui qui est chargé de la circulation et n'oublie pas une fois de temps en temps de passer un coup de fil à la collègue chargée du commerce. Bon. Voilà, on est sur ce genre de choses aussi
pragmatique que celle-là, tout en cherchant à avoir une vision. Et la vision, évidemment, on la connaît bien, hein, c'est les objectifs fixés dans l'Union européenne et par la France, dans le cadre du Green Deal. Bon. Et c'est très stimulant. C'est très stimulant en particulier parce que ça oblige à travailler avec des tas de gens. Allez dire au ministère, par exemple, écoutez, votre système d'aide pour l'électrification des véhicules électriques, elle est mal foutue. Bon. Allez leur dire, conjointement avec les constructeurs automobiles, il faudrait peut-être commencer à se remuer sérieux sur les prises concernant les fameux VUL, bon, alors qu'on n'y est même pas encore sur les prises concernant les voitures. Bon, voilà. C'est ça qui est intéressant et très stimulant pour nous, c'est cette obligation de travailler de manière collective et en se projetant avec les États. Très bien. Pour nous, la prochaine étape, c'est la loi énergie-climat, c'est sa clause de revoyure, c'est éventuellement des trucs qu'on pourrait mettre dans les textes sur les lois de décentralisation, enfin la nouvelle loi de décentralisation. Et puis bien sûr, évidemment, j'aurais dû dire ça en premier, c'est tout ce qui se passe à Bruxelles, avec aussi bien la DG Gros, on est sur la croissance, qu'avec la DG Move, et aussi avec la DG Connect, puisqu'il y a pas mal de sujets sur la numérisation du secteur. Emma m'indique que l'heure tourne et qu'on a des questions de la salle, voire de questions en direct. Alors, est-ce qu'on peut les poser? On a combien de temps de questions? Un quart d'heure, très bien. Alors, je répète la question. Oui. Question pour Jean-Marc. Est-ce qu'il est pertinent de parler de Prismolotech pour la décarbonation du fret si derrière on parle d'électrification en masse des véhicules? La production électrique, alors c'est high-tech par rapport à l'âge de pierre, c'est raisonnablement low-tech dans l'histoire des techniques. La production électrique, ça a plus d'un siècle. Pour faire de la production électrique, il faut un bobinage de cuivre, un deuxième bobinage de cuivre et que ça tourne, quoi. Donc en gros, c'est pas. Alors après, on peut le faire de manière très très high-tech. On peut créer des dispositifs extrêmement sophistiqués, bourrés d'électronique, avec des dizaines de métaux différents, etc. Ou on peut le faire de manière plus rustique. Voilà. L'électricité n'est pas en elle-même quelque chose de très high-tech, et c'est pareil pour faire un réseau électrique, il faut des câbles, et des pylônes. C'est pas non plus. On sait faire ça depuis plus d'un siècle. Alors, c'est clair que high-tech et low-tech, ça n'a pas de définition normative pour le moment. J'ai envie de dire, pour en donner une à la volée, qui est de dire high-tech, c'est dépendant de beaucoup de ressources à la fois, dans des systèmes très intégrés qui empêchent de recycler les ressources qu'on y trouve, avec des durées de vie unitaires des objets qui sont raisonnablement courtes, et une complexité d'ensemble du système qui rend le truc vulnérable. Alors qui le rend performant dans sa zone de confort et vulnérable dès qu'il en sort. Voilà. Si on se donne ça comme définition de high-tech, on peut faire de l'électricité entre guillemets low-tech, on y arrive. Après, pour finir de répondre à la question, il faut bien voir que tout le monde la veut, l'électricité aujourd'hui. Hein. On la veut pour remplacer le chauffage, on la veut pour électrifier les processus industriels, on la veut pour électrifier les camions, on la veut pour électrifier les voitures, et on la veut pour je ne sais pas quoi encore à l'avenir. Donc, là, je te renvoie les balles. La question, c'est de savoir s'il y en aura pour tout le monde. C'est bien pour ça que dans nos approches, il faut absolument qu'on boucle, parce que des effets d'éviction, il y en a dans tous les sens. C'est intéressant cette notion d'effet d'éviction, parce que bien sûr, il faut qu'il y ait un boucle. Enfin, si on ne revient que la logistique, parce que c'est vrai, c'était le sujet de ce matin, bon, on voit bien qu'il y a une double question de bouclage. Sur les énergies des moteurs, bon, on était parti sur une programmation de l'énergie, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas la même que ce qu'on nous demande maintenant. Il y avait beaucoup plus de gaz, et y compris de biogaz, que ce qu'on est en train, semble-t-il, ce n'est pas très clair, de demander maintenant. Donc il y a un bouclage là, hein, et je parlais de la concurrence de l'aviation par rapport au transport terrestre. Bon, donc, il y a ce bouclage là. Bon. Et puis il y a aussi le bouclage sur les sols. Hein, lutte contre l'artificialisation, bon, un autre de nos engagements très, très importants. Là aussi, bon, ça va devenir surtout avec les nouveaux textes la course au mètre carré. Je ne parle même plus de la course à l'hectare, hein, on est de la course au mètre carré. On va être sur des sujets comment on réussit à densifier, comment on réussit à augmenter en hauteur, comment on réussit à être plus sobre en foncier avec des réglementations qui aujourd'hui
l'empêche, hein, donc il va falloir faire évoluer. Donc oui, on a besoin de ce double bouclage. Et on revient à l'idée de planification ou de programmation ou de feuille de route, de trajectoire. Enfin, les mots sont un peu différents selon ce dont on parle, hein. Là, on n'est pas sur des planifications, mais on est au moins sur des bouclages et des bouclages partagés. Autant que possible partagés, parce que quand il s'agit d'être autour d'une table, moi j'étais une fois comme ça à une réunion où il y avait tous les modes de transport autour de la même table, bon, tout le monde voulait du bio. Bon, voilà, sauf qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Voilà. Donc, je trouve très intéressante cette notion de bouclage qui est un peu différente de celle de planification, qui n'est pas exactement les mêmes acteurs, mais qui fait vraiment partie de la projection dont nous partageons l'ambition. Qui est pleinement adressé par le plan de transformation de l'économie française. Oui, il serait encore mieux si ce n'était pas le plan. Parce qu'un plan, il doit être partagé. Oui, tout à fait. Voilà. Il est en tout cas co-construit. Une autre question pour vous, Madame Drac. Quelle est votre vision sur la possibilité de rapprocher le secteur du transport de personnes et le transport de marchandises pour former un système de mobilité mixte? Les entreprises ne sont pas les mêmes. Les entreprises de transport de personnes, ce sont les constructeurs de voitures, d'abord, qui d'ailleurs de plus en plus s'appelle mobilité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le dernier salon de l'auto, il s'appelait Salon de la mobilité. Europcar s'appelle mobilité. Enfin, tout le monde s'appelle mobilité. Bref, donc les premières entreprises sont des entreprises de construction de véhicules. Bon. Et puis, si on parle du transport en commun, il se trouve qu'en France, on a 3 grands leaders internationaux, mondiaux, donc Transdev, la RATP et Keolis. Bon. Ce n'est pas du tout les mêmes métiers, en réalité, que Géodis ou les transporteurs qui sont dans la salle. Hein. Ce ne sont pas les mêmes entreprises, parce que ce ne sont pas les mêmes métiers. Si on parle maintenant des autorités, puisque vous avez évoqué le sujet des autorités organisatrices de transport, qui sont devenues maintenant autorités organisatrices de mobilité, et qui en fait ne s'occupent pratiquement que de la mobilité des personnes. Pourquoi est-ce qu'elles s'occupent de la mobilité des personnes? Parce que les personnes non seulement marchent, mais votent, ce qui n'est pas le cas des marchandises. Bon. Et puis aussi parce que les modèles économiques sont tels que dans la plupart des pays d'Europe, et en tout cas très fortement en France, il y a une proportion extrêmement importante du business qui est financée par de l'argent public. En France, c'est plus des 2/3, ce qui peut poser d'ailleurs des problèmes de financement. Bon. Tandis que les marchandises, on est dans du business, on est dans des opérations marchandes et qui ne supposent pas, en tout cas en ce qui concerne les opérations, de subventions, de participation, de financement. Il peut y avoir des financements pour des investissements où il y a quelques financements marginaux pour compenser les handicaps du transport fluvial ou du transport ferroviaire en ce qui concerne les transbordements. On appelle ça les aides à la pince pour faciliter les transbordements. Bon, mais c'est marginal, il y a très très peu d'argent public. Bon. Donc des entreprises différentes et des modes d'intervention de la puissance publique différentes, je ne crois pas que ça puisse être une ambition si simple que ça. Mais, compte tenu de l'expérience que j'ai personnellement, je trouve très intéressant intellectuellement de rapprocher les deux. Par exemple, il m'arrive souvent de dire qu'un bus et un camion ont la même fonction dans la société, c'est-à-dire massifier. Bon. Comment ça se fait qu'il y en ait un qu'on trouve sympa, l'autre pas? Remarquez, les bus, maintenant, on commence à plus trouver tellement sympa non plus. Enfin, voilà. Ou il y a très peu de travaux, qui soient académiques ou de planification, de projection, tout ce qu'on veut, sur les gares de marchandises, que sont grosso modo les entrepôts et surtout les plateformes de transport intermodal. Sur les gares de correspondance, ça fait 30 ans que je suis dans le secteur, je veux dire à l'échelle, enfin dans le monde entier, on vous fait des concours d'architectes, des études sur les flux, les modèles économiques, les ceci, les cela, les montages, les PPP, enfin tout ce qu'on voudra, les moyens de les financer, les commerces, bon, bref. Donc je trouve très intéressant intellectuellement de faire des espèces de correspondances, mais en termes de business ou en termes d'organisation, en fait, ça ne se ressemble pas. Et vous voyez, nous parlons souvent, ou en tout cas, je parle souvent avec mes collègues du transport de personnes. On est content de se parler, mais en fait, c'est quand même pas la même chose. Pas la même chose. Et je suis très contente que vous preniez en charge, entre autres, ce sujet,
parce que vraiment, il y a un décalage dans le temps par rapport à tout ce qui existe sur le transport, la mobilité des personnes par rapport à la mobilité des marchandises. Demain, je participe à un truc de l'International Forum des Transports, donc l'OCDE, j'y vais tous les ans. Bon. Et donc, là aussi, ils constatent que dans tous les débats, etc., sur les marchandises, il y a très peu de choses. Donc, toutes les contributions, et surtout dans l'approche intégrée qui est la vôtre, seront les bonnes. Mais si vous intégrez que c'est de la logistique et pas simplement du transport. Entendu. Toujours pas. Ok, alors je répète la question. C'est une question sur le financement des infrastructures. Alors, certains disent qu'il n'y aurait pas assez de budget pour ceci. Est-ce qu'une manière de financer les infrastructures ne serait pas de taxer les externalités des différents modes? Pour financer des objets publics, donc en l'occurrence, je pense que vous devez parler des réseaux d'avitaillement en électricité et en gaz. Bon. Donc déjà, on imagine qu'ils seraient publics, bon, ou qu'ils seraient financés partiellement. Bon. Donc, pour trouver de l'argent public pour financer les réseaux, c'est sûr qu'il faut des ressources. Des ressources d'argent public, ça s'appelle des taxes. Bon. Alors, on peut trouver toutes sortes de taxes. Bon. On peut trouver voilà, toutes les taxes qu'on connaît. Dans certains cas, il y a des taxes affectées. Voilà. Ce qui n'est pas admis en principe par le droit budgétaire en France, dans la plupart des pays démocratiques, hein, parce que c'est bon. Mais il peut y avoir des taxes affectées. Bon. Et il y en a certaines. Hein, bon. Pourquoi pas? La question, c'est que dans le projet de loi dont il est question actuellement, on prévoit de taxer les camionneurs. Pourquoi eux? Sur une taxe qui ne sera pas affectée à quoi que ce soit. Et en tout cas, qui ne servirait pas à servir de début de pelote pour alimenter les dizaines de milliards d'argent public qu'il va falloir, à la fois pour les infrastructures de recharge et pour les camions eux-mêmes. Et même que les voitures ont été subventionnées quand elles sont passées à l'électrique, hein, avec des primes. Voilà. Donc, pour avoir des financements publics, il faut qu'il y ait des impôts. On peut imposer qui on veut. Bon. La question est de savoir si on affecte. Et dans ce qui est prévu actuellement, il y a zéro affectation. Et encore une fois, je rappelle que les concurrents de les transporteurs qui font aujourd'hui à peu près 10% hein, du transport, c'est-à-dire quand on cumule le rail et le fleuve, donc ça fait 10%, bon, ils ne proposent pas de taxer les 90%, parce qu'ils savent bien que ce n'est pas le sujet. Voilà. Ensuite, on est sur des choix budgétaires et il y a une clause de revoyure qui est prévue à la loi de finances pour 2023. Là, une question se pose à l'échelle européenne, puisque là aussi, quand on discute avec la Commission, elle ne sait pas comment on va financer les infrastructures de recharge. Elle ne sait pas. Moi, si je peux faire un complément, si on regarde l'économie dans son ensemble, en fait, les investissements qu'on fait ici sont en concurrence à ressources limitées avec les investissements qu'on fait là. Bien sûr. Donc, à un moment, il y a une affaire de préférence collective. Alors, je vais prendre un sujet d'actualité. Est-ce qu'on préfère déployer la 5G ou est-ce qu'on préfère financer des infrastructures qui permettent de faire du fret décarboné? Voilà, par exemple, une question qu'on ne se pose pas, mais qui, pour moi, aurait du sens. Donc, d'une manière générale, chaque année, en France, on a 20% du PIB en formation brute de capital fixe. Donc, on peut décider, en fonction des préférences collectives, de l'affecter ici plutôt que là. Si on élargit un tout petit peu le débat, alors d'abord, il n'y a pas que la taxe. On peut créer des obligations. Les obligations sont financées par le secteur privé. Quand le secteur privé en a les moyens, ce n'est pas nécessairement une mauvaise manière de faire. Par contre, ça demande de la planification parce que chaque acteur privé individuellement pris de son côté n'a pas les moyens de contribuer spontanément à la même chose que son voisin si on ne dit pas c'est tout le monde va contribuer à tel truc. Donc, l'obligation réglementaire, elle sert à ça. La deuxième chose dont il faut un peu se méfier, même moi qui suis parfois un grand partisan de la taxe, c'est qu'à partir du moment où on taxe une nuisance pour financer quelque chose qui va bien, on confond dans l'instrument deux choses qui sont l'éradication de la nuisance et le rendement pour avoir des moyens. Or, quand on taxe une nuisance, si on la taxe parce que c'est une nuisance,
faut pas se retrouver prisonnier des taxes sur le tabac qui ramènent plein d'argent, parce qu'à ce moment-là, on a un impôt de rendement et on n'est plus du tout pressé de voir disparaître la nuisance. Donc, en fait, le problème de la taxation de la nuisance… C'est peut-être ce qui va nous arriver. Et voilà. Donc, en fait, la taxe sur l'essence, pour pas trop en consommer, a un corollaire, c'est que si elle rapporte énormément d'argent, bah, en fait, on n'a pas très envie qu'on consomme beaucoup moins d'essence. C'est ce qui se passera d'ailleurs sur les prises électriques hein, d'ici quelques années. Voilà, donc il va bien… Quand il y aura plus Exactement. de CPE. Voilà. Donc, c'est la difficulté à la fois technique et j'ai envie de dire de communication qu'il y a avec l'impôt affecté. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais en faire. Je dis juste que voilà, il faut en faire quand quelque part, il y a une nuisance pérenne avec laquelle on peut vivre, qui demande une gestion pérenne qui doit être financée en permanence. Alors, un exemple qui est, à mon avis, assez bon, c'est les agences de l'eau. En permanence, on met des trucs dans l'eau qui, en permanence, peuvent s'enlever, les stations d'épuration, et donc, en permanence, on taxe les utilisateurs d'eau qui continueront à utiliser de l'eau, du reste, pour financer le fait qu'on épure l'eau. Ça, c'est un système qui, pardon, une expression qui flotte à peu près. Mais si on est dans une nuisance qui doit devenir de l'histoire et qu'on taxe cette nuisance pour financer quelque chose qui doit être durable, eh ben, on risque de se marcher sur les pieds. Et donc, en pareil cas, à mon avis, l'obligation réglementaire avec une partie du financement qui est amené par les acteurs privés, est quelque chose qui peut être beaucoup plus intéressant, ou en tout cas qui est à regarder de très près. Alors, en fait, l'obligation réglementaire, c'est très très juste, et bien sûr, l'obligation réglementaire, elle se traduit par le fait que quelqu'un ou plusieurs quelqu'un vont devoir prendre en charge des coûts. Oui. Alors, qui? Et je trouve que dans notre affaire de logistique, ça a été un petit peu évoqué d'ailleurs tout à l'heure à propos du e-commerce et ce petit bout qui est le commerce B2B, B2C en ville. Bon. Donc, qui va finalement payer? Bon. Donc, qui est le pollueur? Qui est le pollueur? Et je trouve que c'est une question assez intéressante parce qu'on voit bien que tout ça, ça va forcément se répercuter dans l'économie. Et ce maillon logistique, et à l'intérieur du maillon logistique, le maillon du transport, bon, est-ce que c'est lui le pollueur? Il utilise des outils qui sont pollueurs au service d'une économie. Bon. Et donc, la question globale, puisque vous travaillez sur un projet global, moi, je ne suis dans une partie professionnelle, bon, la question globale, elle est quand même de celle de la répercussion sur les clients. Donc, donc sur les chargeurs. Vous voyez, par exemple, France Industrie est à fond contre l'écotaxe. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent bien compte que ça va se répercuter et qu'ils ne sauront pas comment gérer cette augmentation des coûts, parce qu'ils ne seront pas bouclés avec les prix. Bon, ça a été évoqué, l'histoire du B2B. Bon. Donc, dans une réflexion globale, systémique, comme celle que vous faites, cette question il y a d'énormes besoins de financement et qui va les prendre en charge? Finalement, ça peut être des contribuables, des consommateurs, l'économie en général, mais bon, mais c'est qui et comment on organise les choix collectifs, voilà. Avec quelles expertises et tout ça. Merci beaucoup. Pour ça. Merci à tous les deux. Je pense qu'on en a fini avec la session de questions-réponses. Merci. Un grand merci.